Salut à tous, c'est Olivier. Vous êtes à la recherche d'un cadeau sympa pour un ou une triathlète? Pensez au livre Devenir triathlète des éditions Exuvie que nous avons coécrit avec Hermano, les frères Darvan, Valentin, Mehdi et Jean. On s'est posé à 7 pour couvrir tous les aspects de la pratique du triathlon. Qu'il s'agisse du matériel, des entraînements, de la prévention des blessures, de la nutrition, de la préparation mentale ou encore de la gestion du temps, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour débuter ou pour se perfectionner dans la discipline. C'est 263 pages illustrées et un plan d'entraînement pour chacune des distances. Et cerise sur le gâteau, il a été préfacé par monsieur Frédéric Van Lierde en personne, champion du monde Ironman 2013. Alors, si vous êtes convaincu et souhaitez faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement à vous-même, filez le commander aujourd'hui sur www.ohana.boutique. Ça s'écrit www.ohana.boutique. Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à toutes et à toutes. Et cette semaine, nous avons un invité que j'ai déjà entendu dans d'autres podcasts, mais on va pouvoir y revenir. En tout cas, on va revenir sur lui, sur ce qu'il a déjà réalisé, sur ce qu'il prévoit de faire et puis sur plein d'autres sujets dont on a déjà parlé un petit peu en off. Je veux parler de Arnaud Demester. Salut Arnaud. Bonjour. Alors je le disais en introduction, j'ai déjà eu la chance de t'entendre sur d'autres podcasts et notamment le podcast d'un copain qui s'appelle Bertrand Soulier. Je sais pas si tu te souviens quand tu étais passé sur son podcast, mais c'est là que je t'ai découvert et j'étais bien content quand Olivier m'a proposé de pouvoir te recevoir parce que j'avais déjà essayé de te contacter mais j'avais pas eu de retour. Donc enchanté de t'avoir et d'échanger enfin avec toi Arnaud. Bien, très heureux d'être là avec vous et pouvoir échanger ces moments assez... Voilà, très prenant. Alors Arnaud, on a une tradition dans le podcast, c'est qu'on laisse les premières minutes à notre invité pour qu'il se présente. Donc dis-nous tout, qui est Arnaud Demester? Eh bien, il y a tellement de choses à dire, je me fais rire moi-même, mais j'ai Arnaud Demester, je vis près de Bruxelles en Belgique, j'ai 51 ans, j'ai commencé, je dis bien commencé et pas recommencé, j'ai commencé le sport il y a 10-12 ans plus ou moins. Et sur un pari au fait, donc faites attention quand vous faites des paris. Et je suis père de 2 enfants magnifiques qui comprennent tout à fait ce que je fais. Et ce que je fais, je le fais pour moi et je le fais également pour eux, pour laisser une trace, pour leur montrer que dans la vie tout est possible et qu'avec un peu de travail et un peu de persévérance, un peu de volonté, un peu de tout, on peut arriver à des très belles choses. Donc voilà, et puis maintenant le sport c'est vraiment ma passion, j'essaye de le transmettre physiquement, mentalement, voilà, avec différentes méthodes, à des coachés sportifs et des patients. J'ai des patients également que je reçois via des médecins, parce que je ne suis pas médecin forcément, mais voilà, donc je traite des patients en rémission, des patients voilà, qui sont en maladie ou autres, et alors... des sportifs, je dis bien les sportifs parce qu'ils ont des objectifs et je trouve que quand on fait du sport, il faut se mettre des objectifs, même s'ils sont petits, il est important de se mettre des objectifs. Donc je ne m'occupe pas tellement de madame qui doit maigrir, je lui dis arrête de grignoter et tu perdras plus de kilos, donc voilà. Tu dis que tu as commencé le sport, non pas recommencé, mais bien commencé il y a 10-12 ans. Allez, on est dans la phase présentation de l'invité. Tu faisais quoi avant? Ou pourquoi étais-tu si loin du sport, Arnaud? Mais j'ai fait un peu de sport quand j'étais enfant, forcément comme tout le monde, un peu tous les sports classiques. Et puis la vie a fait que voilà, j'ai commencé à étudier, puis j'ai travaillé assez vite. Je suis un passionné du travail également, donc j'ai développé pas mal de petites entreprises, des gros projets. Et puis voilà, quand on commence là-dedans, on n'a plus le temps pour grand-chose. Puis j'avais une société, que j'ai toujours d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un peu fatigué là. J'ai encore ouvert une galerie d'art hier, bref. Et j'aime bien ouvrir et lancer des projets. Et donc voilà, j'étais toujours dans le milieu événementiel et la communication. Et donc voilà, ça prend du temps, c'est chaque fois un peu festif. Ça ne va pas tellement avec le sport parce que quand on sort et on bouge souvent, on se dit qu'on n'a pas vraiment le temps de faire du sport, on est fatigué, on fera ça demain, après-demain. Bon, pour finir, on n'y pense plus.
Et voilà, et puis un jour j'ai eu un déclic, j'ai fait un pari avec un ami, il m'a dit viens faire une course en vélo, j'avais même pas de vélo, donc j'ai dû m'arranger pour avoir un vélo, j'ai fait cette course, je suis arrivé dernier, vraiment dernier, pas avant-dernier, vraiment dernier. J'espérais pour une fois que, pourtant je suis pas du tout le style, j'espérais que quelqu'un tombe ou quelqu'un ait un vélo qui casse ou qui se fasse mal, j'en sais rien. Je me suis dit jamais je serai dernier, mais si, j'étais complètement dernier. Donc je suis retourné dans ce magasin et j'ai demandé s'ils n'avaient pas un vélo d'occasion et je me suis entraîné parce que ça m'avait fait mal d'être dernier. Je me suis entraîné très fort et l'année d'après je n'étais pas encore prêt, mais l'année suivante, donc 2 ans après cette terrible horreur d'être dernier, je suis arrivé premier de cette course et je me suis dit waouh, que on peut quand même y arriver, et voilà, c'est ça qui m'a donné un peu le coup de pédale et voilà, je suis parti. Excellent, de dernier à premier, c'est quand même fort en 2 ans. C'était quoi comme course ? C'était une course semi-amateur de 140 km et assez avec des fous furieux parce que voilà, c'était moyennement amateurs, donc ils avaient envie de pousser, donc c'est vrai que la première fois quand je les ai vus, je me suis dit au début, en plus la petite anecdote qui est assez amusante, moi qui n'avais jamais roulé en vélo, on part du départ la première fois et après 10 minutes, un quart d'heure, je me dis ces gens savent vraiment pas rouler, quoi. Ils avancent pas, ils restent tous en peloton, je sais pas ce qui se passe, et donc j'ai commencé à accélérer comme un imbécile et j'étais vraiment loin devant eux et je me suis dit ils sont pas si forts que ça pour finir ces cyclistes. Mais en fait ils s'économisaient évidemment pour lâcher la patate après, où là évidemment j'étais complètement grillé et voilà, j'ai trouvé que là-dedans il y avait pas mal de il y a pas mal de trucs à savoir en vélo, l'inspiration, le ci, le là, l'accélération, les jambes, enfin bon, il y a beaucoup de choses à penser que je ne connaissais pas évidemment. Et donc voilà, je me suis fort entraîné là-dessus, je me suis mis dans des groupes de vélo, on se demandait ce que je foutais là, enfin bon, bref. Et donc quand j'ai fait cette course, là, à ce moment-là, la deuxième, quand je suis arrivé vraiment, vraiment premier, ça m'a fait vraiment drôle de passer sous cette arche. Parce que l'arche, il faut le savoir, cette arche d'arrivée, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, moi, la première fois, je l'ai détestée parce que je suis arrivé le dernier et cette arche s'est dégonflée sur ma roue arrière, quoi. Et je me suis dit, ils sont quand même grossiers, ces gens. Ils pourraient attendre quand même un petit peu que je sois plus loin et qu'il n'y ait pas cette arche. Mais vraiment, cette arche c'est dégonflé. Ils ont attendu que je passe. À la limite, ils la tenaient encore avec les câbles et puis, donc c'était un peu gênant. Et en fait, ça faisait drôle. La deuxième fois, quand je suis passé, elle était toute tendue, ça, avec 2-3 photographes. Et j'ai fait avec beaucoup d'humour évidemment, la star qui lève les bras sur son vélo en passant l'arche. Mais voilà, bon, c'était rigolo, c'était plus drôle qu'autre chose. Et voilà, et à ce moment-là, là, je suis parti. Comment s'appelle cette course ? Il y a Knock-Westpollar. Westpollar, c'est une région flamande en Belgique. Je voulais revenir rapidement sur ta présentation parce que il y a 2 choses qui m'ont piqué au vif. Alors les auditrices et les auditeurs le savent certainement, j'en parle avec humilité, mais j'en parle un petit peu de temps en temps. Je prépare une traversée de la France en courant et en nageant pour 2023 et c'est vrai que le pitch de ma présentation, c'est souvent que justement je fais ça pour moi, pour découvrir mes limites et pour les dépasser, mais aussi pour l'exemple, pour mes enfants, pour leur montrer l'exemple, pour leur montrer que tout est possible. Et c'est marrant, t'as dit un peu la même chose. Ça devient d'où ça ? Et puis toi qui as découvert le sport justement il y a 10-12 ans, t'en es où dans cette exemplarité que tu donnes à tes enfants ? Mais tout d'abord, félicitations à toi et ton projet m'excite très fort. C'est vraiment génial de faire ça. Mais bon, d'abord, les choses, quand on fait comme ça de l'endurance, il faut le faire pour soi parce que voilà, ma dernière course, quand on se trouve au milieu de la Manche après 15 heures de natation, 3 marathons et demi et qu'il faut qu'on fasse 300 km, si on fait ça pour la gloriole, forcément on n'y arrive pas. Donc on a travaillé très fort sur le mental et on le fait pour soi, mais à travers soi on a quand même des enfants qui sont merveilleux. Enfin, en tout cas moi j'ai 2 enfants qui sont topissimes et je me dis voilà, si je peux le faire pour moi, mais moi un jour je serai plus là, donc si je peux le faire pour eux et laisser une trace et leur montrer voilà un exemple familial du dépassement de soi, je trouve ça vraiment génial. Ils le comprennent, ils ne sont pas spécialement sportifs, donc je trouve ça chouette. Donc on n'est pas obligé d'être grand sportif pour le comprendre. Et voilà, et eux trouvent ça, voilà, ils en sont fiers. C'est mignon, c'est qu'ils le montrent pas trop, mais je vois bien qu'ils en sont fiers. Et voilà, il y a beaucoup de gens qui leur en parlent et je vois toujours une petite
une petite étoile dans leurs yeux, et voilà, et ça me touche quand je vois cette petite étoile qui brille dans leurs yeux à eux, pas spécialement évidemment dans les miens, mais dans leurs yeux à eux, ça me nourrit fort, quoi. Donc ça donne une raison à ce que je fais. Et c'est quoi, ils le comprennent, c'est-à-dire, je sais pas, on a dit qu'on parlerait aussi de prépa mentale, j'imagine que ça rentre aussi dans tes valeurs, dans tes déclencheurs intrinsèques, extrinsèques, mais ça veut dire quoi pour toi, ils le comprennent? Ils te laissent t'entraîner, ils te soutiennent, et ils viennent de temps en temps avec toi quand tu vas t'entraîner, ça veut dire quoi? C'est assez amusant, ils me soutiennent pas à me suivre, mais ils comprennent parce que forcément pour faire des challenges comme ça, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de choix, c'est des vacances qui sont pas loin de là où on peut s'entraîner, donc je suis pas très souvent sur un transat à regarder les gens qui passent sur la plage, donc il faut accepter d'avoir un père qui se lève tôt, qui va s'entraîner, qui revient, qui va nager, qui mange un peu différemment qu'eux parfois, et voilà, et jamais ils sont opposés à ça, ou ils ont levé les yeux, ou voilà, j'essaye de pas trop leur en parler non plus, mais ils vont pas venir me voir, non, parce que je le demande pas non plus, et voilà, ils ont leurs activités et moi les miennes, mais jamais ils n'ont pensé ou regardé d'une drôle de façon par rapport à cette façon de vivre depuis concernant l'enduroman depuis 5 ans, quoi. Oui, parce que bon, c'est vrai tu l'as mentionné un petit peu, mais donc tu as effectivement fait l'enduroman il n'y a pas très longtemps. On va revenir là-dessus, bien sûr, mais c'était juste pour mettre un petit peu le décor, quoi. Ok. Donc, tes débuts, ta première course, 140 km, tu passes de dernier à premier. Juste en termes de performance, pour toi, ça représentait quoi? Je veux dire, tu l'as fait en combien de temps la première fois et en combien de temps la seconde? Mais la première fois, comme je vous disais, comme j'avais jamais roulé en vélo de course, vraiment. T'avais jamais roulé avant la course, quoi? Non, jamais. J'avais pas de vélo, rien. Il y a juste. Parce que 140 bornes, quand t'as jamais roulé à vélo, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà. C'est là que j'ai vu que j'avais quand même un petit mental. C'est que moi, j'avais déjà vu mon père il y a longtemps rouler en vélo, et franchement, je disais, mais quelle horreur, à quoi il ressemble, quoi. Bon, là, les cyclistes sont un peu plus beaux que ceux d'époque, mais avant, quand je le voyais partir avec ses petites chaussures, il faisait clic, 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 clic. Je me dis, mais quelle horreur, qu'est-ce qu'il fout là-dessus? Enfin bon, bref, il était très content d'aller retrouver un copain dans un village à côté et prendre une petite bière, et puis il revenait. C'était ça, son tour en vélo, on appelle ça les cyclistes du dimanche. Et donc, moi, oui, j'ai fait cette course, donc je suis parti, j'ai pédalé, comme je disais, j'avais l'impression qu'ils roulaient vraiment très mal, tous ces gens, parce qu'ils avançaient pas, ils restaient en peloton, moi je poussais comme un animal. Mais pour finir, forcément, très vite, quand ils ont changé leur méthode, leur technique de vélo, forcément, j'ai glissé vers l'arrière comme un savon, et j'étais loin derrière. Donc pour finir, j'étais vraiment seul. Non, il y avait un type qui roulait vraiment pas très bien non plus, avec qui j'ai roulé. Et puis pour finir, même lui est parti, donc voilà, bon, je me suis retrouvé tout seul. Et en fait, et ce que je fais maintenant encore sur mes courses, c'est que je saucissonne, et j'ai saucissonné. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un marathon en vélo. Donc j'ai fait 42 km sur ce vélo de course. Bon, c'était difficile, mais ça allait, c'est un peu le plat pays là-bas, donc j'avais pas de côte. Et puis je me suis dit, allez, je vais essayer d'arriver à 50. Puis je suis arrivé à 50, puis je me dis, allez, je vais faire 70, comme ça, c'est déjà la moitié. Même si ça va pas, au moins je vais jusqu'à 70. Et puis de 70, je me suis dit, bon allez, je fais 100. Et puis quand j'étais à 100, je me dis, c'est quand même trop con d'arrêter. Et je me suis bien alimenté. J'ai pédalé un coup après l'autre. Et voilà, je suis arrivé au bout. Mais je ne sais plus dire le nombre d'heures. Mais c'était vraiment des longues heures. Bon, je sais pas, j'ai dû faire, j'en sais rien. J'ai dû faire 7 heures, je sais pas. Mais pour passer de dernier à premier, j'imagine que tu as été quoi, au moins 2 fois plus vite? Oui, mais là, la deuxième fois, j'ai été beaucoup plus malin. Parce que bon, j'ai un peu appris j'adore apprendre, donc ça c'est déjà clair. Ma toute nouvelle course que je ne parle pas encore, mais je vais sur un terrain que je connais pas du tout. Donc voilà, je dois tout apprendre, je dois tout étudier, je dois tout faire. Donc c'est vraiment, j'aime bien ça. Et donc là c'était pareil, je me suis dit il faut vraiment que je vois. Donc la deuxième fois, forcément je suis resté dans ce peloton et je poussais même un peu pour rester bien au milieu, pour être dans l'espèce de bouclier du vent, et donc là je suis vraiment bien resté avec eux tout le temps. J'ai remarqué qu'on gagnait beaucoup de temps et beaucoup de puissance quand on reste dans le peloton. Je me suis dit, bon, s'il y en a un qui tombe, on tombera tous, donc c'est pas grave. Et
Donc je suis resté dedans, et puis pour finir, il y a un peloton de tête qui s'est lâché un peu, qui s'est détaché du groupe. Je me suis dit, je vais me foutre dedans, comme ça au moins j'avance avec eux dans la locomotive. Paf, je me suis foutu dedans. Et là, on était 5, et au départ, on est, je sais plus moi, 150, je crois, plus ou moins. Et on était 5 ou 7, enfin je sais plus vraiment. Et là, on est partis ensemble, et on s'est dit, on reste tous ensemble. Oui, ça c'est pas mal comme histoire, en plus je m'en souviens maintenant que je vous en parle. On reste bien tous ensemble jusqu'à, je sais pas moi, 10-15 km de la fin, et là on fait un sprint. Et tout le monde était d'accord. Et en fait, figurez-vous qu'il y a eu 2 néerlandophones, donc en Belgique il y a les Wallons et les Flamands. Et les Flamands, on dit toujours qu'il y a un cycliste dans chaque famille, quoi. C'est vraiment des bons rouleurs. Et donc, à un moment donné, à 20 km de la fin, on voit 2 Flamands qui se détachent de nous et qui foutent le camp à 2, mais c'était pas prévu, quoi. Donc on reste un petit peloton de 4 derrière, et il y en a 2 qui foutent le camp. Et on se dit vraiment, c'est des salopards. On avait dit qu'on attendait vraiment le sprint final pour démarrer. Et en fait, figurez-vous que, très amusant, ils sont arrivés à un fléchage qu'ils n'ont pas vu, ces 2 andouilles, et ils ont continué tout droit quand il fallait tourner à droite. Et nous, de loin, on a vu ces 2 crétins qui partaient à fond, tout droit, mais vraiment comme des bêtes, en se disant, ceux qui sont derrière, tant pis, nous, on va à la gagne. Et en fait, on les a laissés partir tout gentiment, s'éloigner de la course. Ils sont vraiment partis. Et puis nous, on a tourné à droite. On est passé au-dessus c'était sur un pont, un cours d'eau, bref. Et puis là, on s'est dit, bon, on y va, chacun pour soi. Et puis voilà, on est vraiment resté à 3 ensemble. Et puis à quelques kilomètres de l'arrivée, on s'est dit, bon allez, salut les gars, chacun sa croix. Et moi j'ai tout donné, je savais même plus respirer, j'ai tout donné. Et puis pour finir, je me suis détaché d'eux, et je suis arrivé, je sais plus, 1 ou 2 minutes avant, et ça m'a donné un peu le coup de fouet, quoi. Excellent, mais parce que du coup, t'as eu un premier coup de fouet avec ta première course, avec ton pari. Et là, tu as eu le deuxième, quoi. Tu as eu aussi un peu une révélation ou quoi après cette course-là, que tu t'es dit quoi? Je me suis dit que c'est vrai que, bon, tout d'abord, en fait, ce que j'aimais beaucoup, c'est que, ce qui m'a fort touché, c'est que sur le vélo, on est tous pareils, quoi. Il n'y a pas de différence. Enfin, toi, quand on est tous habillés avec notre casque, nos lunettes, nos tenues, nos petites chaussures, oui, on va les plus beaux vélos que d'autres, ça, c'est encore autre chose, mais je me dis, en fait, j'aime bien la mentalité, je trouve ça sympa, surtout que je venais dans le milieu de l'événementiel qui est assez sur l'apparence et le paraître. Et en fait, là, en vélo, tout le monde est avec tout le monde partage, tout le monde s'entend bien. Il y a des gens très sympas qui sont venus me parler, je ne connaissais pas, moi je parlais avec d'autres. Enfin voilà, donc tout se met, et je trouvais que c'était vraiment un chouette mindset, un chouette, vraiment une chouette atmosphère, quoi, vraiment. Tout le monde avait le même goal en tête, et c'était top, quoi. Ouais, il y a un côté très communautaire dans le cyclisme, effectivement. Et en tant que cycliste, tu vois un gars qui a crevé sur le bord de la route ou quoi, tu lui demandes forcément, ça va, t'as besoin d'aide. C'est normal, c'est des trucs. Il y a des codes comme ça un petit peu dans le monde du cyclisme qu'on retrouve peut-être pas forcément et qui peuvent étonner d'ailleurs des néophytes qui ont pas l'habitude. Maintenant, le côté apparent, je crois que il commence à avoir des sacrés modes aussi dans le cyclisme. Enfin, tu vois, je veux dire ça. Bon, ça évolue aussi, mais bon, c'est vrai qu'il y a encore cet esprit cycliste, quoi. Ouais, c'est chouette. Quand je me souviens quand j'avais fait le Swissman, c'était un triathlon forcément, comme le nom l'indique, en Suisse. Mais le vélo, c'était vraiment du gros dénivelé. Il y avait le Gotthard, Gemsel et Furka, et on passait par les vieilles routes. Et il y avait des gens qui s'alimentaient pas bien. Et ils avaient vraiment les 2 jambes, mais complètement paralysées, couchées sur le bord de la route. Et en fait, on s'arrêtait vraiment pour les tirer sur le bord de la route, parce que c'était des vieilles routes touristiques où il y avait des vieilles bagnoles qui font tout des tours, des rallyes et les motos et tout ça. Et en fait, c'était amusant, je sais pas si c'était amusant, mais en tout cas, c'est vrai que cette solidarité de cyclistes, on disait, on va aider ceux qui sont pas bien, parce que sinon, s'ils restent là en plein milieu de la route, les pauvres, ils vont se faire écraser, quoi. Attends, mais tu dis aider les cyclistes, avec les gars, ils étaient par terre, allongés par terre, ils savaient plus bouger. Vous les preniez, vous les mettez dans le fossé et puis vous repartez. Ouais, mais en fait, c'était mieux de les mettre dans le fossé, parce que au moins, ils étaient pas accrochés dans les virages, parce qu'il y avait des bagnoles qui passaient dans tous les sens.
Et alors on a... Mais attends, c'est pas juste une question d'alimentation, ça. Ils avaient l'air de 2 jambes paralysées. T'en as vu beaucoup, comme ça? Non, mais franchement, il n'y a pas beaucoup, mais c'était des crampes, quoi. Comme, soit c'était un triathlon et c'était des crampes qu'ils avaient aux jambes, peut-être 1 ou 2. Enfin bon, ils étaient super mal. Et c'est vrai que je me souviens de cette image. Est-ce qu'il y en avait 10 ou 3, je sais plus, mais en tout cas, les 3 m'ont fortement marqué, ça c'est sûr, quoi. J'étais emmerdé pour eux, ils avaient vraiment mal. On avait des petites balises, alors après on venait les chercher parce qu'on voyait qu'ils bougeaient plus. Et l'organisation après venait les chercher, ils étaient en manque d'hydratation, moulinés comme ça, des milliers de dénivelés, ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude. Parce que le triathlon, en fait, ce qui est beau dans le triathlon, ce qui est vraiment exceptionnel, un jour, moi à Abu Dhabi, j'avais pris le départ à côté de Frédéric Van Lierde. Et je me suis dit, waouh, je vais essayer de le tenir. Bon, forcément, même sur la plage, il m'avait déjà pris 100 mètres, cette andouille. Mais c'est chouette parce dans ce sport, on peut se mettre à côté des plus grands, quoi. En étant tout petit, on peut être à côté des plus grands, donc ça, c'est quand même sympa. Et puis, tous les grands sont sympas, ils sont là, ils discutent, et je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Demain, on peut pas se mettre devant Federer. Enfin, maintenant, Federer joue plus, mais on peut pas, au tennis, on peut pas se dire, tiens, on peut essayer de taper 2-3 balles avec le meilleur, quoi. C'est pas possible. Dans le triathlon aussi, quoi, on prend tous la ligne de départ, enfin, pas tous parce qu'il y en a qui prennent d'autres départs, mais on se comprend, quoi. Il y a moyen de côtoyer et faire les mêmes courses et les départs des tout grands, donc ça c'était un chouette point aussi. Ouais, il y a un côté plus intimiste dans le triathlon, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a des courses comme ça, tu vois, ce que tu me dis avec le Swissman, moi ça me rappelle par exemple Paris-Roubaix, j'avais fait la veille des pros, t'as le parcours qui est ouvert en fait aux amateurs et sur chaque segment pavé, tu avais segments pavés à chaque fois de 1, 2, 3 km, bon, qui sont catastrophiques. Hein. C'est des pavés dans un état pas possible. Mais bon, belle expérience à faire. Mais systématiquement, dans chacun, il y avait 50 km de segments pavés. Dans chaque segment, tu avais systématiquement des gars au bord de la route avec des pneus crevés. Parce que les pavés sont dégueulasses, et voilà. Mais c'est vrai que c'est un truc, tu vois ça, normalement, c'est rare. Sur une course de 180 bornes, tu vas peut-être voir 1 ou 2 crevaisons, si vraiment pas de chance. Mais là, c'était systématique. J'ai dû en voir, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. C'était assez impressionnant. Donc ça me faisait penser un petit peu à ça. Ouais, il y a des courses comme ça avec des petites particularités. Ouais, mais c'est dur parce que j'avais fait une autre course en triathlon. J'étais sorti de l'eau moyennement correctement. Je pars avec un gars, on n'est pas loin l'un de l'autre. Chaque fois, il passe devant moi, une dizaine de mètres devant, derrière et tout. Puis à un moment donné, pas loin, après 140 bornes, quelque chose comme ça, il passe sur un pont et il y avait une mauvaise jointure sur le pont. Et ces 2 pneus ont pété à côté, pas loin de moi. Et c'est horrible parce que tu te dis, on a fait toute une partie ensemble et voilà, on s'est rien fait. Moi, je peux pas m'arrêter, je peux pas lui donner 2 boyaux. Donc, il faut le laisser sur le bord de la route. Et donc ça fait un peu mal parce que quand tu te lis d'amitié comme ça avec quelqu'un sur une course que tu connais pas, parce que je connaissais pas ce type, il était sorti en même temps que moi de l'eau. Puis on fait une chouette partie en vélo, on s'encourage un peu sans vraiment se regarder, mais on sent qu'on s'encourage, et puis à un moment donné, t'entends ces 2 pneus qui explosent. Ça arrive. Non, il faut une part de chance, c'est ça que je voulais dire. C'est que dans le sport, il faut aussi une part de chance, il faut que ça tienne. Tu sais ce qu'on dit, hein, la chance, ça n'existe pas. C'est toi qui te crée des opportunités. Alors peut-être que pour reprendre l'exemple de ton compère de course qui éclate ses 2 pneus, il a joué de malchance, ok, mais peut-être qu'il avait mal vu les jointures, peut-être que ses pneus étaient sous-gonflés, peut-être que... Enfin voilà, donc aussi bien tu te crées ta chance que tu te crées aussi ta malchance. Oui, mais dans ce cas-là, oui, mais tu vois, par exemple, il y a des courses qui sont longues. La course que tu vas faire, ça va être exceptionnel, mais il faut une part de chance, il faut que le corps tienne, quoi, tu vois, il faut les tendons, il faut les blessures, enfin voilà, il faut se dire, j'espère qu'il n'y a pas quelque chose. Souvent, quand on fait de l'endurance ou des distances plus longues qu'on a l'habitude, on a souvent mal là où on se dit, mais tiens, j'ai plus mal aux bras qu'aux jambes, quoi, quand je roule en vélo. Et c'est étonnant parce qu'on s'entraîne tellement dans les jambes et qu'on a des bonnes cuisses, on se dit, ok, on sait faire 1000 km. Quand j'avais fait le tour de la Belgique, j'avais fait tout le tour 1000 km. Et pour finir, j'avais plus mal aux bras à tirer sur mon guidon dans une partie de la Belgique où ça monte et ça descend super fort, qui s'appelle les Ardennes. J'avais franchement plus mal aux bras qu'aux jambes, quoi. Donc c'est vrai que de temps en temps, on se dit l'endurance est top, mais on doit vraiment travailler tout le corps parce que souvent on a mal ailleurs de l'endroit où on devrait avoir mal. Oui, c'est du renforcement musculaire qui parfois peut être très spécifique. C'est vrai que dans l'ultra, souvent,
On peut avoir tendance à avoir des douleurs au niveau des nerfs, par exemple dans les mains, hein, au niveau des doigts, etc. Parfois des doigts qui répondent plus parce que le nerf a été comprimé en fait pendant des heures, voire des jours et des jours. Et donc du coup, il y a des trucs parfois effectivement au niveau même au niveau de la peau de chamois, hein, quand tu fais plusieurs milliers de kilomètres avec la même peau de chamois et que tu as transpiré dedans et que tu as tous les sels qui sont accumulés, en fait ça devient de la laine de verre, quoi. Et donc il y a des ultra-cyclistes qui terminent avec le cul en son, tout simplement, et voilà, et tu t'y attends pas. Pour la petite anecdote, comme j'ai dit que voilà, je pas de tabou, ça m'est égal, j'avais fait un 666, c'est 6 de natation, 600 de vélo et 60 de course à pied. Et la première fois que j'ai fait ça, comme un idiot, je m'étais rasé le derrière. 3 jours avant ou 4 jours avant. Et en fait, pas de bol, ça a repoussé pendant juste avant, quoi. Et donc j'ai couru. Non, j'ai fait la natation, forcément rien. Le vélo, j'ai dû avoir des injections de calmant parce que j'avais l'épiderme du derrière qui était complètement brûlé. Mais brûlé, c'était impossible. J'ai dû terminer mon vélo en danseuse parce que je ne savais plus m'asseoir sur ma selle tellement que j'avais effectivement tout l'épiderme du derrière qui était brûlé. Et alors, quand le médecin est arrivé, d'abord il m'a fait une piqûre quand j'étais à 500, je crois que c'est 500 ou 550 km, donc il me restait 50 bornes. Évidemment, avec l'effort physique, l'anesthésie, voilà, c'est vite, on ne peut pas mettre beaucoup, sinon forcément je m'endors. Donc, il avait mis un peu, et puis quand je suis reparti, je dis voilà, j'ai fait 60 km, mets-moi la dose, quoi, parce que moi, même courir, ça frotte. Et il m'a dit, écoute, c'est là que j'ai commencé aussi à travailler mon mental. Il m'a dit, écoute, si je te refais des petites anesthésies, sache que dans 5 km, tu dors sur le bord de la route, tu es trop fatigué pour reprendre de l'anesthésie comme ça. Et il m'a dit, il n'y a qu'une seule chose qui va t'amener jusqu'au bout, comme tu es fatigué, c'est ta douleur. Donc prends ta douleur, retourne-toi et vas-y. Et je lui ai dit, enfin, tu me fais rire, quoi, en douille. Et je dis, tu rigoles au moins. Et il me dit, non, vas-y. Et en fait, c'était un gars qui s'appelait Yves de Potre, tu vois, pas mal, je m'en souviens. C'était un gars qui avait fait Hawaï, je crois. Et en tout cas, il avait fait pas mal d'Ironman. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir ce médecin chirurgien, médecine interne, qui me suivait pour cette course. Donc en fait ça m'a rassuré que ce soit quelqu'un dans le même domaine que le mien. Oui, c'était pas juste un médecin, quoi. Voilà, il comprenait ce que c'était le sport un peu plus qu'un... La douleur. Un peu plus Ironman. Mais quand il m'a dit prends ta douleur avec toi, retourne-toi et vas-y, j'ai dit il a quand même du culot celui-là. Et en fait il a raison. Parce que je me suis dit, c'est vrai que s'il me repiquait encore, j'allais m'endormir, j'avais peut-être plus de douleur, mais j'allais m'endormir. Mais au moins, cette douleur me tenait éveillé et faisait en sorte de me donner un coup de fouet chaque fois pour avancer. Mais il m'avait bien expliqué que de toute manière, j'allais pas être plus blessé. Donc, il m'a rassuré aussi. Donc, il m'a dit, voilà, t'as l'épiderme qui est brûlé, ça râpe. En une fraction de seconde, t'as un petit filet qui se met, tu re-râpes. T'as un petit filet qui se met, tu re-râpes. Donc, j'avais compris le mécanisme de ce qui se passait. Donc, je me suis dit, voilà, je vais pas avoir des coulées de sang, je vais pas être blessé, ça va. C'est juste que c'est l'épiderme qui chaque fois se détruit, et puis qui se remet, puis qui se détruit, qui se remet. Donc, j'avais compris le truc, et donc, pour finir, j'ai supporté cette douleur. Et c'est vrai que vers la fin, les quelques derniers kilomètres, je les ai moyennement sprintés en voyant l'arrivée. Et je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est assez mental. Cette douleur est vraiment mentale. Parce que après, j'ai parlé avec tout le monde, je marchais, on était mangé, et j'avais plus rien à mon derrière, quoi. Donc c'est vraiment dans l'effort physique que ça grattait. L'information montait au cerveau pour dire aïe. Mais il faut savoir gérer ce genre de douleur, et puis il y a moyen d'avancer. Puis je pense qu'il y a des douleurs qui sont différentes aussi. Enfin, il y a des douleurs où tu te dis, ok, là, si je force, en fait, je vais vraiment aggraver le truc et je vais me faire vraiment du mal. Et parfois, il y a des douleurs, effectivement, où tu peux passer au-delà parce que je vais pas me blesser plus que ça, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est pas un tendon qui était déchiré ou abîmé. Ouais, où tu vas te l'exploser en poussant dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, il m'avait bien rassuré, quoi. Donc, il m'a rassuré. Il m'a dit, écoute, mais il me l'a dit, hein, ça va faire horriblement mal. Ça, je te le dis, c'est la douleur, tu vas la sentir. Mais sache que tu n'auras aucune suite. Enfin, il n'y aura pas d'aggravation. Il
il y a rien. Mal, ça va faire mal, mais tu n'auras rien. Et alors, c'est vrai qu'avec ça, après, on se rassure soi-même et puis on avance. Donc, on peut gérer ce genre de choses. Et bon, après, on n'est pas médecin, donc voilà, on laissera un médecin valider ça, mais j'ai l'impression que c'est des douleurs quand même que ça a d'une certaine manière un impact sur ton système nerveux. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un stress en fait. La douleur, c'est un stress que tu vas infliger à ton corps. Et bah, le stress, voilà, ça va produire de la cortisol, ça va produire, enfin, tu vois, toute une série de choses dans ton corps qui seront pas forcément, tu vois, au-delà de la douleur aiguë, tu vois, sur le point précis, bah, au-delà de ça, ça va quand même générer des choses dans ton corps qui potentiellement vont aussi avoir un impact sur toi, sur les quelques jours à venir, etc. Donc voilà, après, bon, je sais pas dans quelle mesure est-ce que ça a pu t'impacter, tu vois, ça par la suite quand on parle justement de petites douleurs comme ça, mais je sais que rien que le fait la douleur en elle-même, elle peut avoir un côté parfois un peu positif entre guillemets. Parfois on dit faut souffrir pour tu vois pour que le maître y rentre, etc. Et en même temps, je me dis bon il y a quand même un degré de souffrance aussi où tu te fais peut-être du mal, tu vois. À quel moment, comment tu mets la jauge, c'est quand même difficile, je trouve. Ouais, ce qu'il y a, c'est qu'il faut voir, comme tu dis très exactement, il faut voir un peu quel style de douleur c'est. Forcément, j'ai un ami qui fait une dizaine d'Ironman d'affilée. Enfin, c'est la quantité de la natation, et puis toute la quantité vélo, et puis toute la quantité additionnée course à pied. Mais à un moment donné, je savais que, nager, il nage comme une pierre, mais il s'est avancé. Vélo, il a des cuisses de sanglier, c'est un ancien rugbyman, et alors, courir, je lui avais dit, mais t'es trop lourd, quoi. Mais il dit, enfin, je peux le faire. Mais j'ai dit, oui, mais t'es lourd, t'as des cuisses comme ça, quoi. Qu'est-ce que tu vas aller courir 420 bornes, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi. Mais en vélo, ça, j'avais dit, tu peux faire 20 000 km, ça, j'en suis sûr. Et j'ai l'impression que t'es trop massif pour ces petits tendons. Enfin, bon, bref. Et effectivement, lui, il a poussé, puis voilà, et puis il a marché, puis il s'est tiré la patte pendant des kilomètres, puis il a fait des injections, il a mis les produits, enfin bon, maintenant son sport c'est fini, quoi, il peut plus, quoi, donc il a dépassé ces limites que le corps pouvait faire, parce que c'est vrai que quand tu es au bout de ta vie, quand tu fais quoi que ce soit, ou même un accident, n'importe, on est qu'à 80%, souvent on est à 80% de ses capacités. On a encore 20% pour pouvoir résister, ou en tout cas pour performer encore plus. En Islande, j'avais fait aussi une course 6 en Islande, et c'est vrai que la course à pied, à un moment donné, j'étais mort, et un chien qui était venu courir avec moi, et je me suis abaissé pour le caresser. Tout de suite, le médecin est arrivé à fond, il m'a pris mon oxygène dans le sang pour voir si j'avais encore beaucoup d'oxygène et tout. Et en fait, c'est génial, Sven m'a dit, écoute, tu sais que tu avais quasi plus d'oxygène dans le sang, en fait, tu aurais dû t'écrouler comme une poule, parce que tu étais au bout, mais comme tu as compris que tu avais encore un fond de casserole qui restait en toi, mais j'ai quand même continué à marcher, et je suis arrivé au bout, et je suis arrivé à l'arrivée. Donc, on pense souvent qu'on est au bout de ce qu'on peut faire, mais il reste encore 20%, 15% de possibilités. Oui, mais ça c'est le moment où tu fais sur ton Ironman, enfin peu importe en fait la distance, mais c'est le moment où t'en peux plus, t'es en hypo, t'es au bout de ta vie effectivement, et t'es plus capable d'avancer, sauf que tu vois la ligne d'arrivée à 100 mètres, tu te tapes un sprint, quoi. Voilà, exactement. Donc en fait l'énergie tu l'as encore, mais c'est juste voilà, faut avoir le déblocage. Ouais. Et c'est là, je pense, où tu vois aussi la différence entre des athlètes, les athlètes qui sont vraiment de haut niveau, qui sont vraiment dans des performances hors pair. Bah, c'est des gens qui ont un seuil de résistance à la douleur aussi incroyable, quoi. Ah oui, à fond. Ouais, la douleur, c'est juste c'est des informations qu'il faut traduire, qui arrivent au cerveau, et forcément, il y a des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, et quand on les fait ou quand on les dépasse, c'est sûr que c'est une information que nous, on surnomme douleur, mais c'est pas réellement des douleurs, c'est des informations qui remontent pour dire c'est bizarre, on est en train de courir 100 km, on n'a pas l'habitude de courir 100 km, les articulations, les muscles et autres, on va envoyer une information au cerveau pour dire Coco, aide-nous un peu, parce qu'il faudrait peut-être ralentir, quoi. Et en fait c'est ça qu'il faut un peu transformer et se dire
Parce que j'ai eu des douleurs parfois à la hanche droite. Et je me dis non, ça c'est une information pour me faire ralentir et c'est pour me décourager. Franchement, je me parle un peu et je me dis non, Coco, t'as rien du tout, avance. Et puis une demi-heure après, j'ai de nouveau mal, mais à la hanche gauche. Et en fait, je vois que c'est des fausses informations qui me remontent au cerveau pour me ralentir ou pour arrêter la machine parce qu'on va trop loin. Et donc, le cerveau, des fois, reçoit des informations ou traduit des informations qui sont faussées parce que j'avais mal à la hanche droite. Et puis, par hasard, la douleur revient, mais c'est plus le même côté, c'est l'autre. Donc, je sais que c'est pas des réelles douleurs. Ouais, et en même temps, c'est ton corps qui t'envoie un signal, tu vois. Est-ce que pour autant, t'as pas eu tu vois, est-ce que t'as pas endommagé un petit peu, tu vois, ta hanche à ce moment-là en forçant, je trouve que c'est toujours très difficile à trouver. Voilà, c'est quoi la bonne douleur, c'est quoi la mauvaise douleur, faire la distinction entre les deux, c'est pas évident, je trouve. Non, c'est pas évident, mais c'est vrai qu'il faut bien se connaître, il faut se rassurer très fort. Quand on fait des longues distances, il faut vraiment se rassurer. J'ai déjà fait ça, je me sens bien, c'est faire un check total. Ça c'est fait, on n'en parle plus, c'est du passé, c'est derrière. Maintenant, comment je me sens là ou au kilomètre X, ben voilà, je me sens bien, ok, on repart pour autant de kilomètres. Et il faut vraiment rassurer comme ça tout l'organisme, rassurer son mental, rassurer ses émotions, se positiver. Essayer vraiment de positiver, c'est chouette, j'ai déjà fait ça. Maintenant, je me souviens de cette course en vélo où je disais, voilà, je fais 40, puis je vais à 50, puis je vais titiller les 70. Bon, ok, je suis à la moitié, maintenant, je vais faire la barre des 100, et puis il faut aller doucement. Si tu dis au cerveau, Coco, t'es parti pour 1000 km en vélo, et c'est pas excitant pour lui, quoi. Donc, si on se dit, ok, on va d'abord faire la distance d'un Ironman, on va d'abord faire 180. C'est comme ça que j'avais fait avec mes 1000 km. Je vais d'abord faire 180, comme ça je sais comment je me sens à la fin de 180. Et puis je fais 200. Ok, à 200, je fais 250, je suis au quart. Au quart, boum, je fais la moitié. La moitié, je diminue. Et puis j'en ai plus que 300. Et puis j'ai plus qu'un marathon. Puis j'ai plus qu'un Ironman 180. Et puis je termine comme ça, quoi. Il faut essayer. Mais ça toujours, hein. Ça, je crois que c'est vraiment un des secrets numéro 1 en prépa mentale, c'est de fractionner tes objectifs, que ce soit dans une sortie, même tu vas faire un 10 km, tu regardes les kilomètres, c'est chouette, 1 km, cool, j'arrive à 3, ok, j'arrive, en fait je suis bientôt au tiers, et puis à la moitié, tu fais que décompter, donc ça c'est un petit peu la base, effectivement. Et pour revenir sur les douleurs, c'est quoi les moments où tu as eu le plus de mal à faire face à ces douleurs? La fois où j'ai vraiment eu mal, c'est cette fois-là là, avec l'épiderme. Ça fait drôle à dire, mais l'épiderme du derrière. Là, ça vraiment. Ça, je me souviens. J'ai encore cette douleur qui est gravée en moi. Je me disais, c'est pas possible, c'est vraiment horrible. C'est un coup de couteau que je reçois chaque fois dans les fesses. Donc, c'était vraiment douloureux. Donc, pour moi, c'était ça. Oui, j'ai déjà fait des longues distances en course à pied, mais c'est plus de la fatigue, un peu de musculaire, mais c'est pas vraiment des douleurs à en pleurer, quoi. C'est pas des douleurs comme ça. L'autre, c'était ça. Il y a un seuil de douleur, c'était pas vraiment douleur, c'était d'épuisement, c'était la première fois dans la manche, mais c'était pas des douleurs, je pleure pas, je résiste assez, pas que je résiste bien, mais j'ai une bonne capacité à gérer ça, donc je suis plus dans la fatigue extrême que dans la douleur. J'ai pas vraiment de douleur. Quand j'ai fait ma dernière course, mon coach, Cyril Bollanchard, qui avait fait aussi cette course, m'a dit, Arnaud, je comprends pas, quoi. Tu cours 140 bornes et puis tu montes dans le mobil-home, tu redescends, tu donnes des ordres à tout le monde, tu redescends, tu montes, tu vas à gauche, à droite. Il dit, tous ceux qui l'ont fait, ils savent plus descendre à l'escalier, quoi. C'est compliqué. Donc, la douleur, est-ce que je suis bien préparé ou est-ce que je la traduis bien? Voilà, je sais pas, mais c'est plus la fatigue. Voilà, vraiment la fatigue au bout, ça c'est compliqué. Oui, après il y a aussi un effet, court distance, longue distance. Au plus tu es sur du court, au plus tu seras dans de la douleur sur l'effort. Bon, sans parler des blessures que tu peux avoir, etc. Mais je veux dire, tu fais un 5 km, un 10 km, tu vas souffrir, même un sprint, tu fais sur du 100 mètres, potentiellement tu vas souffrir beaucoup plus, mais sur un moment beaucoup plus court, évidemment. Donc c'est vrai qu'au plus c'est long, au plus tu es lent, et au
au moins tu as d'impact et au plus. Voilà, donc c'est vrai que t'as moins cette douleur-là, c'est vrai que c'est plus une gestion de la fatigue. Ok, bah écoute, on va revenir là-dessus, mais si on revient sur toi, sur ton histoire, donc après cette fameuse course à vélo, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu dis bon, bah je continue, je m'en mets d'autres, et à quel moment tu te mets au triathlon? Non, justement, après cette course-là, évidemment, j'avais eu un peu l'ego de certaines personnes là-bas qui me faisaient ça vraiment pour la gagne. Moi, je fais ça plus pour m'amuser, forcément. Je me doutais pas que j'allais gagner. Du coup, forcément, y en a qui ont dit ouais, t'as gagné parce qu'il y a eu une chute, parce que je dis oui, mais ça je m'en fous, j'ai gagné. Quand tu fais un rallye bagnole, quand tu fais quoi que ce soit, s'il y a des gens qui arrivent pas au bout, ben voilà, tant pis, c'est comme ça. Donc, et justement, et alors le soir, j'avais dit j'essayerais bien un Ironman. Et donc ça. Le soir même, quoi. Ouais. Le soir même, j'avais dit, tiens, bon, j'y avais déjà pensé, mais je m'étais dit, voilà, je ferais bien ça, ou on verra bien. Moi, c'était mon objectif, c'était celui-là. Dès que celui-là est passé, je suis passé à un autre, et je ferais bien un Ironman. Et bon, forcément, là, ils ont dit, c'est pas la même chose, et ça a fait rire pas mal de monde. Et, ce que je comprends, évidemment. Et donc, j'ai fait un demi à Zurich, et, qui était pas mal, j'aimais bien, sauf qu'à un moment donné, c'était drôle, chaque fois qu'on entend les grosses cloches, je me disais, c'est assez agréable, il y a des cloches de vache. En fait, c'était pour annoncer qu'il y a des grosses côtes. Et moi, je n'étais pas vraiment un grimpeur, donc j'ai un peu souffert. Comme je disais, l'autre côté, c'était le plat pays. Donc, mon premier 70.3, c'était le Zurich. Et c'est vrai que là, j'étais plat là, le long de l'eau. Puis, je me disais, c'est amusant, il y a des vaches. Et en fait, c'était pas ça du tout, c'était pour annoncer les murs qui arrivaient. Donc voilà, ça j'ai commencé comme ça, et puis voilà, puis j'en ai fait d'autres, et puis j'en ai fait une dizaine, et puis les doubles, et puis voilà. Ok, et puis c'est vrai, et tu dis les doubles, c'était quoi, les doubles Ironman? Ouais, en fait j'avais fait une dizaine d'Ironman, mais j'insiste évidemment, je suis pas spécialement rapide, mais j'aime bien, je suis pas vraiment fatigué, puis j'ai commencé à avoir un gars passionné qui m'a aidé dans mon matos, et puis j'ai commencé un peu à communiquer, et puis je me suis dit je vais essayer des distances plus longues, et donc j'ai fait des distances plus longues. J'ai fait le Hell van Casterlee, c'est l'enfer de Casterlee, c'est le winter duathlon, un des winter duathlons les plus difficiles au monde, qui se fait en Belgique. Donc tu cours dans le sable, et tu fais du vélo dans le sable, mais vraiment c'est le mois de décembre, c'est maintenant fin décembre. C'est vraiment, il y a que des Flamands qui roulent, parce qu'ils roulent comme des dieux, ces mecs. Et là, je le faisais chaque année juste pour m'entraîner, pour me donner un peu de force, pour me donner un peu de technique, parce que j'aime pas la technique. Donc je faisais ça chaque année, donc j'avais de la force, mais je n'étais pas spécialement rapide, parce que c'est 15 km de course à pied, 115 dans le sable, et puis 30 encore de course à pied. C'est vraiment un truc de dingue, franchement dingue. Et en plus, à cette époque-là, où il neige, où il pleut, où j'ai fait une année où il avait gelé, donc c'est dans les champs, dans la boue, si tu tombes, tu t'arraches une dent, c'est vraiment horrible, quoi. Tout est dur comme du béton, enfin bon, bref. Et donc ça, en fait, j'ai remarqué que j'aimais bien, et là j'ai commencé à avoir un coach mental un peu local ici, et puis on s'est dit, en fait, tu résistes bien, tu récupères super bien, pourquoi tu n'essayerais pas des distances un peu plus longues? Et puis c'est comme ça qu'on a fait des distances plus longues. Et puis j'ai créé 2 6-6-6, dont 6 de natation, 6 en vélo, 60 de course à pied. Un en Belgique, Hollande, ça tournait, ça des boucles. Et c'est là que j'avais eu justement mon épiderme. Et puis les gens m'ont dit pourquoi tu n'essayes pas un 7-7-7? Et puis je dis non, je vais pas faire 7-7-7, 8-8-8, 9-9-9. Je dis non, il n'y a pas d'intérêt. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je ferais bien un 6-6-6, mais dans un cadre ou dans un truc qui est beaucoup plus compliqué. Et donc, j'ai choisi l'Islande. Et en Islande, quand on était là-bas, il y avait toute une équipe de films, parce qu'il y a un film qui a été tourné. Et c'est vraiment magnifique. C'est 666 Iceland Challenge. Et j'ai dit, ok, il faut un gars qui vérifie, un juge, il faut une équipe. Enfin voilà, je peux pas faire ça comme ça bêtement. Il faut que ce soit déposé nulle part, mais au moins que ce soit correct, quoi. Et donc ça, on a fait en Islande. Et là, c'est la première fois que j'avais vraiment une grosse équipe autour de moi.
J'avais proposé à différents sponsors de me suivre. Ils m'ont dit oui, ok, génial. Et donc, j'ai nagé 6 km dans les fjords des baleines, qui fait plus ou moins 8 degrés. 6 km. Et puis 600 km de vélo dans les montagnes en Islande. Mais il faut savoir que le temps change 7 fois par jour en Islande. Donc, c'est vraiment très dangereux. Même en voiture, c'est dangereux. Donc, là-bas, en Islande, il disait, ben voilà, il y a personne qui ose s'aventurer et faire ça sur 100 km. Donc, on doit prévoir un système de sécurité. Il y avait un hélico, il y avait 2 bagnoles, il y avait des drones. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Parce qu'il y a enfin voilà, les gens connaissent l'Islande évidemment, mais tu as des mers de glace, tu as des champs de lave, sec évidemment, mais le temps est tellement changeant. Tu peux passer une montagne. Tu as une tempête de pluie froide, et puis de l'autre côté, tu montes un peu plus haut, tu as de la neige, et puis, enfin bon, c'est vraiment fou. Et puis la fin, c'était 60 de course à pied. Et en fait, pour l'anecdote, c'est après les 600 km de vélo, on avait un petit chalet, et tout le monde dormait dans ce chalet. On s'était dit, on dort une demi-heure, il faut récupérer, il faut dormir. Et moi, je réussissais pas à dormir, j'arrivais pas. Et donc, je suis arrivé dans le salon de ce chalet, pendant la course, et entre le vélo et la course à pied. Et je vous promets, il faut imaginer une scène où on voit toute une équipe de film et mon équipe qui dort dans le salon, mais avec la perche du son couchée sur le gars, la caméra sur son épaule couchée. En fait, ils dormaient tous. Et je me suis dit, je vais pas les réveiller, je vais déjà partir en courant. Et comme c'était 6 boucles de 10 km, à un moment donné, il y en a un qui s'est réveillé et qui a dit, mais putain, mais Arnaud est parti. Et en fait, ils se sont tous réveillés, ils sont arrivés à fond avec la camionnette en disant, mais t'es complètement fou, il faut pas partir comme ça tout seul, t'aurais dû nous attendre. Enfin bon, j'étais parti 10 minutes avant qu'ils se réveillent. Mais pour dire que voilà, j'avais une bonne récupération et je m'étais dit, ouais, j'y vais. Et voilà, et c'est ça qu'on a commencé à augmenter un peu les distances. Et puis je me suis dit à ce moment-là, voilà, je crois que c'est bien. C'était un chouette film, j'ai fait un chouette challenge dans un cadre qui est magnifique, vraiment magnifique. Il faut voir le film, il est dingue, il est fait sous forme de film reportage, vraiment très beau. Et la question était sympa, il y avait de la profondeur. Mon équipe, je la connaissais pas si top, vraiment top. Et donc voilà, je m'étais dit c'est bien, voilà, on a fait le tour, c'est bien. Et puis voilà, et puis un jour, je suis dans mon lit et je suis pote sur mon ordinateur et je regarde les courses un peu plus importantes que celle-là sur le net et j'ai découvert un nouveau challenge. Ok, bon, on y arrive dans une seconde. On le retrouve où cette vidéo ? Ça s'appelle comment ? 666 Iceland Challenge. Ok, ça marche. Et c'est quoi ? C'est sur YouTube Franchement, il est magnifique. Franchement, on s'en fout complètement du gars qui pédale, qui nage, qui fait du vélo, parce que voilà. Mais les vues, il y avait un drone, mais qui est aussi gros qu'une cabane, avec 8 pales comme ça, une caméra, mais une boule, mais comme ça en dessous. Il est au-dessus des montagnes, il descend, il me rase là. Bon, on regardera ça. Si t'aimes les paysages et le sport, ce que je suis sûr, tu verras, c'est beau, c'est juste beau, quoi. J'ai pas dit qu'il était mieux que d'autres, il est juste beau, quoi. Beau, magnifique. Ça marche. Bon, bah écoute, 666 Iceland Challenge, c'est noté. Ok, le challenge 666, c'est un truc officiel ou bien non, c'est juste, il y a quelques gars comme ça, comme toi, un peu dingues, qui se sont dit... Non, même pas. C'est comme beaucoup de mes amis disent, oui, tu gagnes toujours tes courses parce que t'es le seul à les faire. T'es tout seul, c'est facile. Je suis pas très sport d'équipe, enfin à part les triathlons, ça comme j'ai fait, mais tout ce qui est team, équipe, foot, hockey, tout ça, ça me cassait les bonbons. Même quand j'étais petit, j'étais solitaire, donc ça m'emmerdait. Un jour, j'ai même été viré d'un club de hockey où je crois que j'étais pas le plus mauvais, quoi. Mais ils m'ont dit, voilà, on peut pas te garder, quoi. Dès que t'as la balle, tu files tout droit et tu t'en fous des autres. Ils ont dit, voilà, c'est pas l'esprit d'équipe. Nous, c'est l'équipe. Donc, où on a l'esprit d'équipe, où on ne l'a pas. Moi, j'ai bien remarqué que je ne l'avais pas du tout, sauf avec mon team. Moi, mon équipe, c'est mon team, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'ai continué mes courses et c'est pour ça que je les continue encore. C'est que j'aime trop être avec mon équipe, j'aime trop ce partage qu'on a vécu, mais c'était plus loin que les tripes, quoi. Et quand tu dis ton équipe, du coup, il y a qui dans ton équipe ? Il y a
il y a mon coach mental qui est Marc Delpierre, qui est l'ancien coach de Justine Hénin, la joueuse de tennis. Tu as Cyril Blanchard, qui est mon coach sportif et aussi préparation. Oui, qui est passé sur le podcast il y a pas longtemps d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté l'épisode. Voilà, on s'entend vraiment bien, on est sur la même longueur d'onde, c'est vraiment une chouette personne. Enfin, Marc aussi forcément. Et alors, j'ai mon équipe, j'ai Célia qui est mon ostéo, avec Grégory, j'ai 2-3 ostéos, parce que j'aime bien... moi, je trouve que quand quelqu'un est blessé, les gens vont souvent chez la même personne et puis on continue chaque fois à creuser sur cette même douleur, et parce que le médecin, c'est normal, pense qu'il a vraiment trouvé le truc et il fait toujours la même chose, et tu me reviens la semaine prochaine, mais tu reviens la semaine prochaine, tu reviens la semaine prochaine. Moi, j'ai pas le temps et ça m'ennuie, donc je préfère aller voir 2-3 ostéos la même semaine. Et ils vont pas tous me craquer parce que sinon je vais ressembler à Pinocchio, mais ils vont... s'ils doivent manipuler un peu la douleur, mais j'aime bien que ça soit fait de manière différente, parce qu'il y en a un qui va me dire, tiens, ta douleur, en fait, de ton épaule, elle vient plus de ta scapula, de ta clavicule ou de quelque chose derrière, et pas vraiment de là. L'autre va me dire, ça tire plus de ton biceps, ou l'autre va... Donc voilà, je trouve que c'est pour ça que j'ai différents... C'est complémentaire, quoi. Ouais, j'ai différents ostéos, ça j'aime bien. J'ai Serge Ballon-Perrin, qui est mon nutritionniste, qui lui analyse pas ce que je dois manger, ça je fais plus avec Cyril, mais plus mes analyses de sang et regarder un peu mes carences et ce que j'ai besoin. Parce que forcément, comme on puise et qu'on s'entraîne plus qu'un autre, c'est pas ces vieux morceaux de viande qu'on va acheter ou ces 3 pâtes qui vont alimenter complètement l'organisme. Je pense qu'on a vraiment besoin de compléments et des bons compléments et qui sont bien pris évidemment, parce qu'il y a certains compléments qu'on prend mais pas avec autre chose, donc du coup son efficacité est moins bonne. Donc je crois qu'il faut vraiment être bien suivi de ce côté-là. Oui, il y a des complémentarités entre certains, même dans les aliments, sans même rentrer dans les compléments, mais c'est vrai qu'il y a des aliments en fait qui fonctionnent bien ensemble et qui n'auront pas le même effet que s'ils étaient pris individuellement, quoi. Exactement. Et alors j'ai toujours 1 ou 2 personnes techniques qui me suivent sur mes entraînements, mes longs entraînements ou mes courses, quoi. Donc, ouais. Mais quand tu fais un truc comme ça, un 6-6-6, t'as quoi? T'as 5-6 personnes Ouais, 5-6 personnes, ouais. Mais c'est chouette parce que c'est vraiment une aventure humaine et c'est vraiment grâce à eux que je réussis, quoi. Parce que, voilà, oui, ça fait partie de l'équipe, ouais, bien sûr. Voilà, si je pars tout seul comme ça au milieu d'un fjord. En plus, le fjord, là, quand j'ai nagé, ça m'ennuyait. En fait, c'était prévu que je nage le long de l'eau, du bord, du fjord, parce que s'il m'arrive quelque chose, dans ce fjord là-bas, il n'y avait pas de barque, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Donc ils se sont dit, au pire, il y en a un qui va dans l'eau et qui va me chercher pas trop loin. Mais en fait, pendant le challenge, j'ai été pris d'une idée et je me suis dit, en fait, le film va être moche si on filme, si je suis sur le bord. Et donc, dans le film, on voit que je suis en plein milieu de ce fjord, où ils sont tous sur le bord en train de se dire, mais s'il lui arrive quelque chose là-bas au bout, on ne sait pas très bien qui va aller le chercher, quoi. Il fait quoi c'est quoi la largeur du fjord? C'était c'est des fjords qui font des dizaines de kilomètres, mais là j'avais fait 3 kilomètres jusqu'au milieu, enfin une partie, voilà. Et quand j'étais là, hop, je suis revenu. Mais je voulais vraiment être en plein milieu, je trouvais ça beaucoup plus joli et ça je me suis inventé pendant le challenge, mais quand je suis revenu, on ne voit pas, mais ils n'étaient pas très contents parce qu'ils m'ont dit... franchement, t'avais une crampe là-bas au bout dans le froid, qui va te chercher, quoi. Oui, t'avais pas un kayak à côté de toi. Et ça les fatigue pas un peu, ça, ton équipe? Non, ils aiment bien. Ça les nourrit aussi. Et d'ailleurs, dans le film, il y avait eu... quand il y a le petit... pas le discours, le petit interview, pardon, après, c'est juste le lendemain, en fait, on est remonté au-dessus de montagne, là, et c'était juste le lendemain. Et je disais, celui qui m'a interviewé disait, putain, il faut quand même beaucoup de courage pour faire ça. Mais je dis, mais moi peut-être, mais eux aussi, quoi. Eux, ils étaient dans les nuages quand j'y étais, ils dorment pas, ils doivent être attentifs, ils doivent me suivre tout le temps. Enfin, c'est un boulot de fou, hein. Assister à un fou, il faut être fou, quoi. Parce que il faut être là tout le temps, ils dorment pas, ils mangent pas bien, ils s'entraident, ils vérifient. Enfin, c'est vraiment, c'était, je pense que c'était 60 heures de course, c'est 60 heures. D'abord, la veille, ils doivent tout préparer, le stress, le ci, le là, et puis
puis 60 heures où ils sont comme moi sur le pied de grue, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. Je trouve que tu déconnes un peu quand même, Arnaud, parce que tu dis à peu près 6 heures et puis à peu près 60 heures. Mais non, c'est le 666, donc c'est 6 personnes et c'est 66 heures quand même. Il faut trouver le petit truc qui marche bien, tu vois. Ah ouais, voilà. Ouais, c'est vrai. Ah ouais, 6 personnes. Non, les 6 kilomètres, ça je me souviens, c'était 2 heures. Dans le lac, c'était un peu moins de 2 heures. Ah oui, et en plus, je suis monté. On a failli avoir un accident grave en plus. Je suis monté dans la camionnette avec ma combi. Donc je suis sorti de l'eau, j'ai couru jusqu'à la camionnette. J'ai dit à la camionnette démarre. Comme ça, on perd pas de temps pour arriver au départ du vélo avec la camionnette. Parce qu'on était en bas, donc forcément le vélo de course est en haut. Et la porte s'est ouverte et j'ai failli tomber de la camionnette. Donc, il y a des petites anecdotes comme ça dont on se souvient quand on l'explique, mais voilà. Mais ça fait partie du jeu, c'est chouette, et ça nourrit aussi les équipes, et ils sont là, et comment ils font, c'est génial. Enfin, il y a une espèce de motivation et une bienveillance générale qui est vraiment top, quoi. Et ce fameux 666, c'est toi qui l'as inventé? T'avais vu ça quelque part déjà? Non, c'est moi, parce que j'avais déjà fait... je sais plus, X de kilomètres de natation, de vélo, de course à pied, puis je me suis dit, 6 c'est le chiffre du diable. Je sais pas pourquoi, je suis pas du tout un diable, mais bon, bref. Je m'étais dit, ça peut être sympa, et donc je m'étais dit, allez, 6 de natation, c'est faisable. J'étais pas nageur, donc je me dis, passer de 3,8 à 6, ça va, je sais le faire. Et puis, le vélo, j'ai une bonne endurance, donc je m'étais dit, allez, 600, ça, c'est chouette, puis 60, c'est plus qu'un marathon, donc voilà, c'était un peu ça l'idée. Puis quand j'ai fait ce 666, il y en a qui vont dire, c'est top, pourquoi tu fais pas plus? Puis je dis, plus, je vois pas l'intérêt de faire 7 de natation à la place de 6. Refaire la même chose, moi j'aime pas faire la même chose. En fait, c'est vraiment ça, j'aime bien la découverte et le changement. Alors, je m'étais dit, si éventuellement je devrais le refaire, j'ai envie de le faire dans un endroit dingue. Donc j'ai pris l'avion, j'ai été voir l'Islande, j'ai été voir une société de production là-bas, j'ai vu l'office du tourisme et tout ça, enfin ils sont tout de suite 2, et on s'est super bien entendu, et j'ai dit si les conditions météo veulent bien de moi, c'est ici que je veux le faire, quoi. J'adore, enfin, maintenant cette course elle a quelques années, il y a tellement de tourisme maintenant, ça évolue, donc ça a déjà moins de charme qu'avant. Mais quand je l'ai fait, les 300 premiers kilomètres, j'ai pas eu une seule voiture, quoi. Pas une. C'est incroyable. On voit dans le film, le drone qui est à 200 mètres de haut, on voit une partie de l'Islande, il n'y a pas une voiture, pas un camion, rien. Et c'est seulement les 300 derniers où là, ça devenait dangereux parce c'était une route principale où il y avait des camions qui dépassaient, ils comprenaient pas ce qui se passe, ils n'ont pas l'habitude de voir un vélo avec une camionnette et un motard devant en train de l'escorter, donc ça les énervait un peu, c'était un peu dangereux. Mais l'Islande me parlait à fond, quoi. Il faut vraiment sentir le terrain sur lequel on va, faire des reconnaissances, aller dormir chez les gens, voir comment ils sont. Moi, j'aime bien tout sentir et voir l'histoire des chevaux qui sont là dans ces prairies, ces animaux. Il n'y a pas d'animaux qui peuvent aller en Islande ou sortir de l'Islande. Donc, c'est vraiment des élevages locaux pour pas avoir des maladies, ils vivent entre eux. Enfin, c'est génial, quoi. Il faut vraiment s'inspirer d'eux. Et quand j'allais dormir chez l'habitant, ces gens sont plus que top, quoi. Donc, tout se mettait bien, quoi, vraiment. Et quand j'allais m'entraîner là-bas, j'ai été 2-3 fois m'entraîner. Mais je m'étais dit, Arnaud, rentre, parce que sinon tu vas faire ton challenge bêtement en t'entraînant, parce que c'est tellement beau, tu vas courir sur des sentiers, tu montes au-dessus de la colline, puis tu dis, allez, là j'ai déjà quand même fait, 22 km, je vais revenir. Non, allez, je vais quand même juste voir derrière la montagne ce qu'il y a, parce que tout est tellement beau, les paysages, les lacs, les fjords, enfin ça change tout le temps, donc t'as toujours envie de découvrir et d'aller juste derrière l'autre montagne, mais c'est chaque fois des 20 bornes, et donc pour finir je partais le matin et des fois j'appelais, on venait me rechercher à je sais pas combien de kilomètres parce que j'avais plus envie de revenir et j'ai dit tant pis, je continue tout droit, on verra bien où je vais et vous viendrez me chercher fin de journée et je reviens plus, quoi. Vous viendrez me chercher là où je suis, quoi. Bon, ça marche quand tu as une équipe évidemment derrière toi qui Ça m'est déjà arrivé, hein, et moi, mon épouse m'a dit ça suffit maintenant. Ah ouais, voilà. Alors, tu parlais de la course.
toi, c'était un challenge perso. Aujourd'hui, ça existe encore ou Non, c'est ça, ok. C'est juste toi qui l'as fait, ok. Ben, j'ai jamais été contre que des gens veuillent le faire, mais je trouve personne pour le faire. Et voilà, je pense que c'est un peu nouveau, toutes ces longues courses d'endurance. Et moi, j'ai la chance d'avoir maintenant des sponsors qui payent ces courses, quoi. Donc voilà, maintenant j'ai des soutiens, je suis bien suivi. Et donc ça c'est encore plus excitant, tu vois. Tu peux faire des conférences dans les entreprises, tout ça parle, mais les gens aiment bien parce que c'est encore nouveau. Ça veut dire que je suis pas un vieux joueur de tennis qui, toi, Henri Lecomte, que je salue, mais toi, Henri Lecomte, quand il va faire ses speeches, voilà, c'est du tennis il y a 10 ans, enfin, c'est plus pareil, quoi. Ici, les entreprises aiment bien avoir des gens qui font du sport et qui en font encore. Quel est votre prochain challenge? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, demain? Mais c'est bizarre, hier soir, vous avez quand même bien picolé, bien mangé. Je dis, ben oui, on n'est pas des machines, quoi. Il faut savoir s'amuser, il faut savoir... voilà, si on reste tendu, comme dit François Damiens, t'es tendu comme un string. Rigolo, c'est un acteur belge qui est très sympa, vous devez certainement connaître, qui est un de mes grands amis, François. Mais voilà, il faut pas tout le temps être sur le... Qu'on connaît bien en France, hein. Il a joué dans pas mal de films français et puis il est bien apprécié par les Français. Ouais, il aime bien. C'est un très chouette gars. Il est très très timide, c'est vraiment drôle comme tout. Il est timide à crever et pourtant il emmerde son monde. Bref. Mais non, c'est... ceux qui font évidemment des sports où ils ont 10 ans de leur carrière à fond, parce que après c'est trop tard et avant ils sont pas encore prêts, évidemment qu'ils doivent être tendus tout le temps. Ils ont juste, comme la Formule 1 et ça, ils ont juste 1 mois de congé par an et ils doivent être à fond, la nutrition le matin, midi et soir et si. Bon voilà, moi ça reste une passion qui devient un peu mon métier, mais voilà, c'est pas aussi tendu qu'eux, quoi. Moi je peux me permettre, quand je suis, voilà, après ma dernière course, là pendant 1 mois et demi, j'ai plus rien fait, quoi. J'ai juste pris 5 kilos, voilà. Mais parce que t'as plus rien fait au niveau du sport, mais t'as une vie. Enfin, elle est comment en fait ta vie pro? Tu l'organises comment? T'as des semaines de dingue parce que tu es gérant d'entreprise, donc comment ça se passe? En fait, j'ai de la chance d'avoir une petite équipe professionnelle où moi je m'occupe que des ennuis. Donc moi ça sert à rien qu'on me demande. J'organisais un triathlon en Belgique avant pendant 12 ans pardon. Et voilà, je suis pas obligé d'être là, je connais toutes les ficelles par cœur, je sais comment, quoi, qu'est-ce, les distances, le parc à vélo, la tente, les bacs, les numéros, les ci, les là. Mais je dois pas le faire, donc voilà, je connais la recette, mais c'est eux qui cuisinent, donc ça c'est chouette, donc ça me laisse le temps de... Donc je vais au bureau, j'allais au bureau, parce que maintenant j'y vais même plus, mais j'allais au bureau 2 matinées par semaine. Bon. Ouais, ok, d'accord, donc ça te laisse quand même du temps pour t'entraîner... pour faire tes challenges. Et alors les challenges, oui, ça prend mes entraînements. En moyenne, c'était 5 heures par jour, plus la visualisation, le mental, le gainage, enfin, tout ce qui... Ouais, donc en fait, t'es à un temps plein, rien que tes entraînements, c'était déjà un temps plein, quoi. T'étais bien à 8 heures par jour, pardon. Bah oui, parce qu'il y a ça, et puis les gens pensent... Puis la logistique et les financements, les partenaires, les sponsors, bien sûr. Voilà, t'as tout dit, voilà. Ok. Et ce challenge 666, c'est vrai que c'est pas mal pour... j'ai l'impression que c'est un peu la next step après Ironman, tu vois. Tu as fait un Ironman, alors soit tu vas faire un Ironman même distance, mais dans des conditions un peu extrêmes, le Northman ou le Swissman peut-être que je connais pas, mais il y a l'Alpsman, enfin il y en a quelques-uns comme ça. Et en fait, le 666, c'est vrai que c'est quand même pas mal, même si... T'as dormi un moment ou pas? Ouais, j'ai... Comment j'ai fait natation, je partais tout de suite. Ah oui, je faisais des micro-siestes en vélo. J'avais j'étais sponsorisé par des campervan, une petite camionnette pour dormir là. Et donc j'allais toujours au finish et puis quand je chantais vraiment mes yeux j'allais me mettre dans la camionnette, je dormais 20 minutes et puis boum, j'étais reparti comme en 40 et voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour le vélo et alors pour les 600. Et alors, après les 600, je te dis, on s'était arrêté dans le chalet pour dormir un peu et pouvoir partir pour la course à pied. Et là, j'avais dormi très peu, j'ai vu aussi une demi-heure, je crois, je sais plus. Mais donc oui, effectivement, en fait, oui, la grosse différence, c'est le vélo qui est beaucoup plus conséquent. Et en même temps,
c'est peut-être encore le plus facile. Tu vois, je veux dire, si tu dois faire du volume, c'est peut-être plus facile de faire du volume à vélo qu'en nage ou à pied, quoi. Bah, oui, mais il faut, comme tu le sais, enfin, comme vous le savez tous, quasi, le vélo, c'est facile jusque quand t'as plus de jambes, quoi. Et là, en Islande, t'as que du vent et des montées, quoi. Et il y avait même, à un moment donné, je me souviens d'un passage où j'étais en descente avec mon vélo contre la montre, mon Speed Concept couché, et le caméraman était en train de marcher à côté de moi en me filmant, quoi, dans une descente. Bon, non, mais moralement, ça t'en casse une, quoi. Je lui ai dit, casse-toi, quoi, ça me casse, quoi. C'est pas possible, quoi. Tu me fais réaliser que j'avance, mais vraiment pas, quoi. Donc c'était vraiment atroce. Donc à un moment donné, j'ai vraiment eu dur parce que j'avais vraiment un masque de douleur parce que c'était vraiment éprouvant, quoi. C'est tout le temps. Et en fait, comme j'expliquais dans le film, c'est quand on fait comme ça 2-3 cols, on pense qu'il y en a encore 2-3, mais il y en a encore 30, 40, 50. Ça n'arrête jamais. Jamais, quoi. C'est tout le temps. Il y a du vent, le vent tourne tout le temps, donc on se dit chouette à un moment donné, mais non, et après, forcément, il est de face quand il faut pas, et ouais, non, à un moment donné, oui, le vélo, c'est réalisable, comme les 1000 km de vélo que j'ai fait le Tour de Belgique, oui, parce que voilà, tu sais gérer ton effort, et t'as pas vraiment de pression, et t'as que ça, et que les 2 tiers sont plats, et tu sais qu'il y a un endroit où c'est un peu chahuté, mais là, t'as le vent, quoi, tu vois, le vent, c'est l'ennemi du cycliste, quoi, T'as l'impression qu'on te tire le polo dans le dos tellement qu'il y a du vent, quoi. Et ton tout premier 666, t'as bouclé ça en combien de temps? Je crois que c'est plus ou moins pareil, mais le deuxième, j'étais plus préparé que le premier. Donc le deuxième, il y avait beaucoup plus de vent et de côte, mais j'ai fait plus ou moins le même temps que le premier, où c'est la première fois où je faisais vraiment une longue distance. Ok. Je me souviens bien, c'était tous les deux plus ou moins 60, 62, mais pas plus, parce que 10 de plus, c'est ma dernière course, donc non, c'est plus ou moins 60. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est 2 jours et demi d'effort, quoi. Ok. Donc, bon, c'est vrai que c'est quand même conséquent par rapport à un Ironman, parce qu'on passe de 180 à 600, c'est quand même... Oui, mais c'est différent. Allez, je vais vraiment être pas humble, parce que c'est vrai. Je pense qu'un Ironman est tout aussi difficile, mais l'approche est différente. Moi, maintenant, je fais des Ironman pour m'entraîner, parce que je sais très bien que je vais jamais performer, quoi. Je vais pas aller battre un jeune de 30 ans qui fait 9 heures. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, maintenant, j'ai un autre mindset et le mec qui fait à fond un Ironman, ça vaut un 666, hein. Oui, non, mais encore, voilà, l'idée n'est pas de comparer, parce que comme on disait, tu peux plus souffrir sur un 10 km que sur un 100, parce que voilà, c'est pas les mêmes seuils d'intensité. Oui. Mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être l'étape supérieure après Ironman pour beaucoup. Ok. Bon, et alors, du coup, ton autre challenge dont tu parlais tout à l'heure, on y vient, on y arrive. Qu'est-ce que c'est et comment tu t'y es préparé? En fait, donc après l'Islande, je m'étais dit, ok, c'est bon, la boucle est bouclée. Et un jour, j'étais dans mon lit avec mon ordinateur sous les genoux et je regardais un peu ce qui se passait comme course un peu à travers le monde. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai été dans l'endurance, j'ai regardé quelles sont les courses les plus difficiles, les plus longues, les plus dangereuses, enfin les plus dans tous les sens. Et je suis tombé sur une vidéo de Marine Leleu, qui est une... qu'on a eu sur le podcast également il y a pas longtemps. Ah, top. Et Marine, je voyais Marine là en train de s'entraîner pour cette course Londres-Paris. Et puis je sais pas, je l'ai vraiment trouvée humaine. J'aimais bien son mental. Je voyais certaines choses en elle que je ressentais moi pour moi. Et je me dis tiens, elle me parle. Bon, en fait, c'était de sa faute d'ailleurs. Et donc j'ai un peu plus regardé ces vidéos. Et puis je me suis dit tiens, je vais un peu regarder ce site. C'est l'Enduroman, Arch to Arc. Et j'ai été sur le site de l'Enduroman. Et puis tout s'est fait naturellement, sans vraiment réfléchir. C'était marqué solo ou team. Et je me suis dit, team, ça va m'emmerder. J'ai tapé solo.
Ok, remplir Arnaud de Mestel, 19 juin, 71, tac tac tac, adresse, bazar. Comme ça, bêtement, en remplissant tout. Et puis, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc, j'ai mis une dizaine d'Ironman, des doubles Ironman, des 666, voilà, des longues distances en course à pied, des longues distances en vélo. Je mets un peu ça. Et puis, send. Et c'est parti. Je dis, de toute façon, je ne serai pas pris, je m'en fous. Et puis ils m'ont recontacté une semaine après en disant qu'il y aurait possibilité d'avoir un slot dans l'année d'après. Mais pour ça, il faut faire on peut plus le faire comme ça, il faut faire des épreuves. Et donc il faut partir avec eux à Portland et à Lanzarote dans l'organisation et faire des longues distances. Il faut faire 6 heures de natation en test pour voir si on est capable. Et puis après, il faut vraiment, comme l'enduroman dure très longtemps, il faut voir si physiologiquement parlant, mentalement, tout, on est capable. Donc on doit nager la journée là-bas, et puis on doit courir dans les montagnes pendant toute la nuit, et puis le lendemain matin, on doit renager 3 heures, juste pour voir si l'organisme, ici, nous, on supporte. Parce que quand on est très fatigué, c'est ça qu'ils testent, quand on est très fatigué, on a une sensation de 5 degrés de moins dans l'eau. Donc la Manche, forcément, quand on rentre dedans, après 3 marathons et demi, forcément, on n'est pas frais comme un gardon. Donc on rentre dans la Manche fatigué, et donc comme on rentre dans la Manche qui a plus ou moins 16 degrés, il faut compter qu'on nage dans du 10-11 degrés dû à la fatigue. Donc c'est ça qu'ils testent là-bas, et si ces tests-là sont bons, alors on peut aller faire la course. Et donc j'ai fait les tests étaient très bien passés. Il n'y a pas de timing, c'est juste voir si on sait les faire, si on est résistant. Il n'y a pas de pression, mais il faut savoir les faire. Et puis voilà, advienne que pourra pour tes entraînements, rendez-vous. C'est une organisation un peu farfelue, donc on se donne rendez-vous à Malbelarche et puis on verra bien, quoi. On a eu Thomas Austré aussi récemment qui a fait l'enduroman, qui est passé sur le podcast. Lui disait qu'il avait fait justement ce stage d'entraînement à Lanzarote. Il va se coucher sur le coup de 23h. Le coach arrive, Edward, c'est ça l'anglais? Ok, bon bref, donc qui débarque sur le coup de 23h dans sa chambre et puis il dit bon écoute, mets tes baskets, tu vas courir 6 heures. Et puis une fois qu'il était revenu de ces 6 heures de course à pied au petit matin, il a dû aller nager 3 heures. T'as eu le coup aussi? Il t'a fait la même? Non, moi ils m'ont pas réveillé la nuit, mais ils ont dit voilà, ce qu'on va faire, c'est le gros entraînement d'aujourd'hui, on l'apprend au moment même. Bon, ça fait un peu partie du jeu, hein. L'enduroman, c'est un peu, ça joue un peu au militaire comme ça. Et ils disent voilà, l'épreuve de ce soir, de cet après-midi, ça sera nager l'après-midi. Et puis nous on sera basé à un endroit et vous devez tourner autour de la montagne, une petite montagne comme ça, et vous devrez tourner toute la nuit là, en courant, marchant, faites comme vous voulez, mais vous devez, on doit se fatiguer, et tout ça sert à voir comment on sera dans l'eau le lendemain matin. Donc c'est ça que Thomas a dû avoir, c'est que de manière différente, mais lui il a pas dû nager avant, bon voilà, et il a dû courir pendant 6 heures, donc le fatiguer. Pendant la nuit, comme ça, il ne dort pas, il manque de nuit de sommeil, il se fatigue physiquement et mentalement. Et puis après, il a dû aller nager. Et là, il voit s'il est capable, s'il lui résiste, quoi. Parce qu'il y en a qui font ça et puis ils disent moi, je peux plus. Hein. Autant le savoir maintenant, dans la Manche, c'est trop dangereux, quoi. Et donc, t'as fait ces tests, concluant, ça a été? Ouais, très bien. Ouais, très bon souvenir. Ouais, j'arrêtais pas de faire des stories tout le temps. J'étais trop excité, je trouvais ça génial. J'adore les challenges, donc même ces pseudo-petits challenges de préparation, pour moi c'était des objectifs, donc dès que je les faisais, j'étais super content, j'étais comme ouais, non, c'est trop gai, ils sont terribles, hein, puis c'est tous des Anglais, voilà, c'est une chouette ambiance, et puis il y a toujours, je sais plus ou moins, 8 candidats qui sont là, donc des gens qui viennent de partout, ça peut être un Américain, un Australien, un Suisse, un Allemand. Et ça c'est une fois par an ce stage? Ouais. Chaque année. Ok, une fois par an. Et dans les 8 candidats, t'en as combien qui sont pris? Tu sais pas vraiment, parce que pour finir, à la fin du stage, les gens sont quand même préparés, donc il doit y en avoir les 3 quarts. Okay. Après, tu les suis plus, parce qu'il y en a qui vont le faire peut-être 2 ans après, puis toi tu le fais, et puis comme moi je suis pas arrivé au bout, donc je le refais 2 ans après, parce que moi il y a eu le Covid. Tu vois, pas parce qu'on est ensemble là qu'on va être ensemble l'année d'après, quoi. Donc c'est un peu... juste avoir son ticket d'entrée, quoi.
Bon, et du coup, ta première tentative, alors, parce que tu dis, t'avais essayé, t'avais arrêté pendant la traversée de la Manche, c'est ça? En fait, mais je me suis très bien préparé. J'ai fait beaucoup de... En fait, je rebobine mes paroles, je pensais être très bien préparé parce que je faisais beaucoup de masse, beaucoup de quantité. Donc j'ai fait plusieurs fois des 10 heures en mer, en entraînement. J'ai couru plusieurs fois Malbelarche jusqu'à Douvres, pas les 140, mais j'en faisais 100. Donc je faisais une partie, puis je faisais une autre partie en voiture, puis je faisais une autre partie pour reconnaître le terrain et pour être familier à l'enduroman. Donc j'ai fait souvent des 100 km de course à pied, je faisais des 10 heures de natation. Et puis le vélo, je fais souvent des très longues distances. Et donc je pensais que ça allait être bon et tout ça. Et donc j'ai pris le départ de la course à pied. Et la course à pied, en fait, c'est pas déroulé du tout comme il fallait. Je pense qu'il n'y a jamais eu un enduroman qui a eu ça. C'est que je devais partir début octobre et je suis parti fin octobre, cette course. Donc les journées beaucoup plus courtes. Il y a eu une pluie battante, mais tu n'ouvres pas la fenêtre de ta voiture de 1 cm, sinon ta voiture est sous eau. Et donc là, il y a aussi un film de l'enduroman qui avait été tourné à ce moment-là. J'avais un sponsor qui avait payé un film, donc c'est chouette d'avoir un souvenir de ça, malgré que c'était apocalyptique, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Il a plu de racher, c'était atroce, un vent. Ils m'ont perdu à un moment donné à un rond-point parce qu'eux ont eu une déviation sur l'autoroute, ils n'ont pas su me retrouver. Donc je suis resté seul au milieu d'un rond-point à 2 heures du matin sous une pluie battante avec des camions qui klaxonnaient, des flaques d'eau dans la figure. C'était vraiment un truc de dingue. Et Ça donne envie? Mais oui, quelque part, oui. Mais voilà, l'enduroman, c'est la seule course où rien ne se passe comme c'était prévu parce qu'il y a... Voilà, la date elle est fixée 1 an à l'avance, on ne sait pas quel temps il va faire, on sait pas, voilà, il y a plein de choses qui peuvent changer d'ici là. C'est à l'extérieur, c'est tellement long qu'on ne peut pas prévoir comment on va être dans 100 km, dans 20-30 km de natation. Donc, rien n'est prévisible. Il y a des gens qui sont très excités, qui sont préparés pour ça. Il y a un Belge qui est excellent et lui c'est ses distances. Bon, voilà, chacun a ses finesses par rapport à cette course. Et voilà, moi j'ai pas voulu abandonner. À la fin, chaque mètre était pénible, vraiment très très pénible. Mais je savais que j'allais jamais abandonner. Et quand j'arrive à Douvres, à l'arrivée des 145 km, parce qu'ils étaient aussi gourés de 5 km dans Londres au début, merci. Au début c'est pas grave, mais quand tu dois faire tes 5 derniers kilomètres, je peux te dire que le moindre mètre est très difficile. Je suis arrivé au bout. Je me souviens avec ce drapeau, et j'ai juste râlé, quoi. J'ai juste dit, c'était atroce comme temps, quoi. Je l'ai fait, mais c'est même pas chouette, quoi. J'ai pas du tout pris de plaisir. Et alors Edgar, l'organisateur, c'est lui qui me suivait, il m'a dit, écoute, est-ce que tu veux faire la Manche, mais tu n'as qu'1 heure pour nager, pour dormir, parce que ton ouverture de fenêtre est maintenant pour rentrer dans la Manche, donc tu n'as que 1 heure pour dormir. Et je dis, oui, je veux dormir 1 heure et je veux y aller. Et il m'a dit, je veux que tu répètes que tu dors que 1 heure après ce que tu viens de faire, tu es fatigué, on ne sait pas si ça va aller, donc sois certain. Et je dis oui, je veux le faire, je veux partir, je dors 1 heure. Et donc Edgar est venu dormir avec moi dans ce petit hôtel à Douvres. Je me souviens de son réveil qui était un vieux coq qui résonne encore dans mes oreilles. Après 1 heure de sommeil, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Et donc je me suis habillé, puis on s'est mis au départ de l'eau. On part de Douvres en bateau pendant 3/4 d'heure de bateau. Ça, il fait caillant, il y a un vent de fou et tout. Et là, il s'arrête à 300 mètres du bord, à Shakespeare Beach. Et là, tu dois sauter du bateau et nager jusqu'au bord. Et quand tu es sur le bord, tu dois te mettre debout sur le sable, lever les bras. Et ça veut dire que tu es prêt. Et ils allument le chrono pour la Manche. Donc, tu as le chrono de Malbelarche jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et tu as un autre chrono intermédiaire qui est la traversée de la Manche, qui est l'Everest de la natation. Et là, je me suis dit, de Meester, t'es complètement fou. Là, j'ai réalisé que j'étais vraiment fou. J'étais mort crevé, j'avais une barque qui allait jusqu'aux genoux, des yeux, je marchais dessus. Et j'étais sur le bord, ça, et j'ai dit, putain, il faut que j'aille en France. Ça va, t'as réussi à lever les mains? Ouais, j'ai levé les mains et je me suis dit, putain, je veux aller en France. Et donc, je suis parti et j'ai nagé. J'ai vraiment bien nagé. D'ailleurs, si on voit ma trace, j'ai été tout droit, j'ai quasi pas pris les courants.
Donc j'ai une belle courbe et tout ça. Et puis à un moment donné, je suis tombé dans ce qu'on appelle le cimetière des nageurs, à quelques miles du bord, tout près, quoi, tu vois. Tu vois les lampadaires à Calais, quoi, c'est vraiment horrible. Et là, en fait, j'ai vraiment été pris de douleur parce que voilà, j'avais mal au psoas, j'avais mal aux intestins. Et ils ont vu que ça devenait difficile. Et que pour traverser ça, il fallait encore entre 3 et 6 heures et que j'aurais plus la force. Et là, j'ai eu une pensée pour mes enfants et je me suis dit, putain, il faut quand même que je fasse gaffe. Surtout qu'il y avait un des gars que je connaissais qui est décédé là, dans la Manche, lors d'une traversée. Et je me suis dit, bon, il faut pas être con, ça reste quand même... Enfin, je suis pas un migrant, quoi, c'est triste, mais voilà, je vis pas ma peau, quoi. Je suis quand même dans du plaisir. Donc voilà, j'ai levé la main et j'ai dit help. Ça, c'est le seul mot qu'on doit dire pour qu'ils viennent nous chercher. Et j'ai levé la main et je suis monté. Et pour moi, c'était pas du tout. Je comprends, les gens, ils peuvent... Voilà, c'est naturel, les gens peuvent dire il a échoué, il a raté, pas de bol, voilà. Pour moi, c'était pas du tout ça, pas du tout. Mon ressenti, il était génial. Je me suis dit, waouh, tout ce que tu as fait, mais je vais le refaire. Donc, pour moi, c'était pas un échec. Un échec, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait quelque chose et qui se dit, maintenant, c'est fini, je le fais plus, je l'ai raté, je stoppe. Ça, c'est un échec. C'est pour ça que l'échec, c'est un mot qu'il faudrait bannir, je trouve, parce qu'il est vraiment trop fort, quoi. Il est méchant, il est agressif, et il est pas juste. Moi, j'ai pas ressenti ça comme un échec. C'est une tentative. Non, je l'ai pas réussi. Il y a une différence entre pas réussir et un échec. Je l'ai pas réussi. Oui, c'est ça, une tentative, quoi. T'as essayé. Voilà, j'ai essayé, je reprends tout, je remets au début, et je vais mieux m'entraîner. Et donc, il y a eu le Covid. Donc, en fait, j'étais prêt avec mon équipe, on s'est entraîné comme des fous, on a voyagé, on a fait plein de trucs. Et quand il y a eu le Covid, où on était interdit d'aller en Angleterre, moi, je me suis retrouvé là avec mes valises, mes sacs, enfin, c'était atroce, quoi. Et mon équipe, un peu déçue. Et donc, j'ai appelé mon équipe et je leur ai dit, écoutez, voilà, on va quand même faire la course. Et ils m'ont dit, mais tu es fou, on peut pas. Et j'ai dit, non, mais comme on peut pas, on va le faire chez nous. Et donc, j'ai fait Tenacity. C'est une course qui fait 140 de course à pied, 33 de natation dans un lac et 300 km de vélo. C'est un peu les mêmes distances de l'enduroman, sauf que la nage dépend des courants dans la Manche. Voilà. Et donc ça. Attends, c'est où cette course ? En Belgique. Tenacity. C'est moi qui me l'a su créer le jour même. Ah, ok. Le jour même, j'ai dit à mon équipe. D'accord, parce que je me disais, tiens, une course en Belgique que je connais pas, c'est bizarre. Ok. C'est le jour même où j'ai dit à mon équipe, voilà, comme on part pas, moi je suis prêt, ça m'ennuie, quoi. Je suis là, j'ai fait gaffe à ma nutrition, à mon sommeil, à tout. Je suis prêt. On me dit qu'on part, on part pas, on part. Et puis on peut plus partir du tout, là, c'est sûr et certain, quand c'est interdit. Donc, on va la créer nous-mêmes. Et j'ai dit, il y a combien de kilomètres entre Villers-la-Ville et Robertville ? Comme ça, hein. On m'a dit 140 kilomètres. Je dis, c'est la distance de l'enduroman. On signe, c'est ça qu'il faut. Vous me tracez le chemin et on va faire ça. Robertville, c'est là où j'organisais un triathlon à l'époque. Je dis, je les connais par cœur. Je vais avoir un petit bateau électrique. Le juge va être dessus. Je vais nager 33 kilomètres. Et puis, j'ai dit, Robertville jusqu'à Knock. C'est l'autre côté de la Belgique. Combien de kilomètres ? 295. Vendu, c'est les 300 km de l'enduroman. On va faire cette course. Et on l'a créée en une matinée. Et toute l'équipe était super contente. Et on a fait notre enduroman en Belgique. Donc je l'ai faite et c'était vraiment génial. Là, je l'ai fait en 70 heures. Parce que c'était très compliqué. Parce que dans le lac, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de sel, c'est difficile à nager. Là, puis on voit tous les gens qui sont sur le bord de l'eau à picoler, à s'amuser. Et toi, tu nages. Donc, t'es pas dans un état de survie, donc pour moi, je trouvais ça plus difficile. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est important le fait que, comme tu dis, t'es pas dans un état de survie. En fait, moi, par exemple, parfois, je vais courir, tu sais, je fais des boucles. Il y a un parc derrière chez moi. La boucle fait 1 kilomètre. Aller faire 10, 15, 20 fois la boucle après une longue sortie vélo, quoi, c'est beaucoup plus difficile que quand tu vas loin de chez toi et qu'en fait, t'as pas le choix, en fait. Enfin, soit t'avances, soit tu restes là, quoi. Donc, et quand tu te retrouves au milieu des montagnes parce que t'as plusieurs cols à faire et qu'il est déjà minuit mais que t'as encore 200 bornes à faire devant toi, la motivation, tu la trouves, quoi. Alors que si t'étais au bord au coin de la rue, c'est clair que c'est pas la même chose. Voilà. Et là, franchement, c'était chiant. En plus, le gars sur le bateau n'arrêtait pas de me sortir de ma bulle.
bulle, qu'est-ce que tu veux manger, ça te fait plaisir, comment tu te sens, enfin quel crétin, il arrêtait pas de m'emmerder. Donc non, franchement, c'était pénible, quoi. Je regardais quasi l'heure sur ma montre pour voir quand j'avais fini de nager. Et puis pour finir, j'ai été dormir 2 heures, puis je suis reparti. Bon, je voulais le faire, je savais que j'allais terminer, mais j'étais pas spécialement motivé. Bon, moi, on l'a fait. Et après, je me suis dit, bon, allez, je vais créer une autre course. L'Azuroman, c'était Monaco jusque Montpellier, vraiment. Donc, c'était aussi Monaco jusque Saint-Tropez, je pense que c'était 120 km de course à pied. Tout le golfe de Saint-Tropez, tout ça, c'était une 30aine de kilomètres. Et puis après, de là, aller en vélo jusqu'à Montpellier, c'était 300, quoi. Et en fait, un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, à quoi ça sert de faire cette course, quoi. Enfin, c'est nouveau un challenge que tu t'inventes, tu l'auras fini, et puis quoi? Et puis tu vas être dans ta salle de bain, dans ta cuisine, tu te diras, oui, chouette, j'ai fait ça. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Je sais pas, j'en avais eu marre de créer ces courses. Et je me suis dit, il y en a qu'une que t'as pas terminée, c'est l'Enduroman, il faut que tu la fasses, quoi. Arrête de la remplacer bêtement. Parce que c'est quand même un budget, l'Enduroman aussi, il faut savoir, c'est toi. Et oui, parce qu'il y a le déplacement, c'est pas, tu pars pas de Belgique. Rien que le bateau, c'est 5 000 €. Oui, puis t'as besoin d'un arbitre officiel aussi, que tu dois payer. C'était quoi ton budget pour l'Enduroman? Ça dépend un peu, chacun a ses budgets. La course en elle-même, l'Enduroman, c'est plus ou moins 15 000, quoi. Donc c'est ça aussi que les gens font pas, parce que voilà, c'est de l'argent. Un Enduroman, un Ironman, c'est plus ou moins 700, c'est une journée. Ouais, et c'est déjà réputé comme étant cher. Voilà. C'est vraiment les salopards, enfin, franchement, quoi. 700 € pour une journée, et y a rien, quoi. C'est pas 3 bars et 2 gels, enfin bon, bref. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai été voir mon coach mental, Marc, et il m'a dit, écoute, maintenant t'es un samouraï, t'es prêt, t'es plus le même, il faut que tu prennes une équipe de choc et que ça soit bien. Voilà, donc j'ai changé certaines personnes et j'ai fait appel à Cyril. Donc j'ai appelé Cyril Blanchard et je dis, écoute Cyril, bonjour, c'est Arnaud, salut Cyril. Oh. Et puis j'ai dit, voilà, je voudrais que tu m'entraînes. Et il m'a dit, bah non, je vois pas très bien ce que je peux t'apprendre, t'as un très bon mental, je vois tes entraînements, tu t'entraînes bien et tout. Mais j'ai dit, non, faut pas croire. Je m'entraîne, mais j'ai l'impression de ne pas avoir la bonne méthode. Je fais de la charge, je vais faire 6-7 heures de vélo, puis je vais courir 3 heures, puis je fais ceci, puis le lendemain matin. Et j'ai l'impression de me fatiguer, d'être dans un salle mouvant. Et je pense que mes entraînements sont pas bons. Et bon, bref, on avance. Et il m'a dit, ok, je vais te coacher. On est vraiment devenus des amis en plus. On se voit souvent. Et on travaille ensemble aussi. Donc franchement, on a créé une belle amitié. Et lui, en fait, c'est très difficile pour moi de suivre ses entraînements parce qu'il était à l'opposé de ce que je faisais, quoi. Donc tout au cardio, tout aux fréquences, tout au fractionné, enfin tout ce que je détestais. Moi, je suis un vieux routard et lui, il m'a fait, il m'a mis dans le corps d'un petit jeune de 25 ans qui sprint et il m'a travaillé complètement mon entraînement. Et donc effectivement, au départ de la course de l'Enduroman, je me sentais vraiment différent, mieux préparé mentalement, physiquement, tout. Et il y avait des endroits dans la course à pied de mon Enduroman, donc le 2, où je me souvenais, là il y a une montée, j'étais mort, là j'étais souffrant, là j'étais comme ça, couché par terre. Et en fait, je courais à tous ces endroits, je courais, quoi. J'ai couru fractionné, ça veut dire que j'ai couru la méthode Cyrano, donc 9 minutes courir, 1 minute marcher, enfin après 60 km de course à pied. J'ai commencé à appliquer cette méthode. Et en fait, je suis arrivé à Douvres frais comme un gardon, quoi. J'étais tout à fait frais, j'étais bien, j'étais heureux, j'ai levé le drapeau. Plus rien à voir du tout avec ce que j'avais fait 3 ans auparavant. Je connaissais pas, tu parles de la méthode Cyrano, c'est 9 minutes courir, 1 minute marcher. Tu dois essayer. Et quand je faisais cette méthode, le résultat, c'est que je faisais plus de kilomètres au même timing. C'est incroyable. Donc donc t'allais plus vite, quoi. ouais, mais c'est parce que t'es vraiment au timing. En fait, c'est pour ça que je dis ça, c'est que t'as ta montre. Et en fait, quand tu cours ça 9 minutes, quand t'es à 6, tu te dis, mais dans 3 minutes, j'ai déjà une pause. C'est con, mais ça va très vite, quoi. Ouais, tu récupères. Et forcément, t'es plus frais, hein. J'avais encore un trail là ce week-end, je passe le ravito, je m'arrête pas, je continue. Et puis en fait, les mecs qui sortaient du ravito, ils étaient frais
comme pas possible. Et en fait, tu les vois repartir, mais tu te dis, attends, mais et comment ça se fait qu'il court aussi vite, lui? Mais oui, c'est clair, il n'y a pas de secret. Et puis cette minute, tu apprends vraiment à la rentabiliser au maximum, quoi, tu vois. Donc, t'as 30 secondes, ok, il me reste 30 secondes, il me reste 26 secondes, il me Et reste... tu la savoures, quoi. Voilà, à fond, à fond, à fond, et puis tu repars, t'es content de repartir, puis t'es content de t'arrêter, puis t'es content de repartir, donc ça a très bien fonctionné. C'est le moment idéal pour faire quelques photos, quelques stories, tout ça, mais tu sais que ça doit rentrer dans 50 secondes, quoi. 5 secondes pour prendre le téléphone, le préparer, 50 secondes de story et 5 secondes pour le ranger. 100%, c'est vraiment ça en plus. Et Les Lionel Jourdan, le recordman mondial de l'enduroman, on le dit pas, mais c'est ce qu'il a fait, quoi, toi. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une très bonne méthode. Pourquoi ça s'appelle la méthode Cyrano? Ça vient d'où, ça? Je sais pas, je vais jouer aux politiciens. En fait, ça vient il y a une dizaine d'années. Non, j'ai aucune idée, je sais pas. Cyrano, bon. Je sais pas. D'accord, mais méthode Cyrano, en tout cas, intéressant. On peut la retrouver sur le web. Et en fait, il faut boire à chaque minute, il faut boire, et une sur deux, il faut manger un petit quelque chose. Donc, tu es toujours alimenté au même moment, à la même tac, 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 tac. Ouais. Boire chaque 2 minutes? Tu bois à chaque minute de pause, donc toutes les 10 minutes. Ah, à chaque minute de pause, d'accord, ok. Tu bois, et une sur deux, tu manges un petit morceau. Oui, c'est ça, donc tu bois toutes les 10 minutes et tu manges toutes les 20 minutes, quoi, ok. En gros, voilà. Bon, forcément, à toi de gérer. Si tu sens que t'en as marre de bouffer, tu bouffes plus, quoi. Tu sautes un... Ouais, et en même temps, ça c'est toujours ça c'est difficile, je trouve, tu vois, parce que pour avoir fait des distances un peu longues à vélo, par exemple, en fait, il y a un moment où t'as plus envie de manger parce que ça t'écœure, mais en même temps, tu sais que ton corps en a besoin. Tu sais que t'as besoin des calories. Les calories, il faut que tu les prennes, mais t'en as vraiment plus envie, quoi. T'as pas faim, t'as vraiment plus envie de manger parce que c'est tout le temps la même chose. C'est des pâtes de fruits, c'est des noix, c'est des fruits. C'est pour ça qu'il faut préparer ses affaires et préparer les choses qu'on aime. Donc, le mental. Oui, mais en même temps, tu vas pas te faire un spaghetti bolo, tu vois. Non, mais tu peux te faire tes barres toi-même avec des choses que tu aimes. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais moi, c'est ce que je fais, tu vois. C'est toujours des trucs très naturels, etc. Parce que c'était important et effectivement, tu les digères en général plus facilement. Mais même ça, voilà, il y a un moment, tu sais, t'as beau mettre des petits bouts de fromage et tout ce que tu veux avec toi, il y a un moment, t'as plus envie de les manger et pourtant, ton corps en a besoin, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais il faut se forcer. Si on boit et on mange quand on en a besoin, c'est trop tard. Donc, il faut essayer de... faut diminuer, mais... Ouais. Ce qui est difficile aussi, c'est de rester lucide, tu vois. C'est de rester lucide et de te dire, en fait, mes 9... Parce que il y a un moment, j'imagine, tu cours tes 140 bornes, il y a un moment, t'es plus forcément sur ta montre, tu vois. Autant tu te fais des distances courtes, t'es focus. Sur du long, en général, ton esprit, parfois, il a tendance un peu à partir, tu vois. Donc... C'est vrai. Faut rester lucide, et pareil pour la bouffe, hein. Enfin, et l'hydratation, quoi. Il y a un moment, en fait, tu réfléchis plus, ah bah tiens, ça fait 2 heures que j'ai plus bu, mais parce que tu pensais plus à ça, quoi. Tu déconnectes. Ouais, tu déconnectes complètement, et en fait, tu deviens en mode machine, et juste t'avances, et c'est parce que c'est devenu machinal, mais t'es plus capable de penser à tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, non, tu réfléchis plus trop, quoi. Ok, bon, bah donc du coup, t'arrives tout frais à Douvres, tu sautes dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Non, là, je dors 1h30 dans le mobilo. Ok. Et puis je mange, c'est pour ça que ma transition... En fait, on pense que les transitions qu'on dort, mais faut pas oublier que quand tu as fini à Douvres, bah, tu dois marcher jusqu'à la bagnole doit t'amener au mobilo ou à l'hôtel. Puis là, tu dois quand même manger, tu dois quand même prendre une douche, tu dois quand même te faire masser, puis tu dors 1h30, enfin moi j'ai dormi 1h30, et puis hop, je me refais encore un peu masser, je remange un peu, et puis je prépare toutes mes affaires, je mets de l'anoline et de la vaseline sur tout le corps, on attend Edgar, et puis on va sur le bateau, bah, on a monté tout le matos dessus, toutes les caisses, la bouffe, enfin tout ce qu'il faut, la bouffe aussi pour mon équipe. Mon équipe c'était Cyril et Baudouin, ça c'était mes 2 gars, plus mon photographe qui était dessus. Et alors il y a le pilote, le copilote et un membre de l'Enduroman. Ouais. Et de là, hop, on part du port de Calais et il nous amène sur le bord de l'eau, au rebelote. On nage. Et là, je me suis pas dit, de Maistre, t'es complètement fou. Non, attends, tu dis au port de Calais, non, c'est au port de... Douvres, pardon, ouais, t'as raison. Ouais, c'est ça. Ouais. J'étais un peu trop vite.
Oui, parce que c'est facile s'il t'amène au port de Calais. Ouais, voilà, je monte sur mon vélo, sur le bateau. Ouais, mais donc c'est vrai que c'est impressionnant. Et souvent, je pense qu'on a tendance à minimiser un peu ces petits temps morts, mais entre l'arrivée de course à pied et le départ natation, t'as combien de temps qui s'est passé? Je suis mauvais pour les timings, quoi. Je sais pas moi, 5 ou 6 heures. 6 heures entre les deux? Mais c'est parce que ouais, donc c'est énorme, parce que t'as dormi 1h30, mais il y a eu 4h30 en fait où tu dormais pas et t'étais... Ouais, il y a plein de choses à faire. Toi, t'as des déplacements, manger, boire, massage, tu vois, il y a quand même pas mal de trucs. Et puis te préparer surtout, quoi. Voilà. Mettre cette anoline, cette vaseline avec un gant, enfin, c'est vraiment... Puis ta tenue, tes combis, enfin voilà. Et puis voilà, puis on attend toujours quelqu'un qui prépare ses caisses, ses trucs, enfin bon voilà. Puis... Donc du coup, tu pars à la natation, ça se passe bien, le cimetière des nageurs. En fait, je nage, tout se passe bien, je suis très heureux, il y a des grosses méduses, il y a des milliers de petites méduses, enfin tout ça m'amuse très fort et m'occupe. Et j'arrive en fait à un endroit où je vois que l'équipe parle avec le capitaine du bateau. Ils discutent entre eux et je sens quelque chose qui est en train de se tramer, mais je sais pas quoi. Ils sont en train de discuter, blablabla. Je dis mais qu'est-ce qu'ils se disent? Et ils discutent et tout. Enfin bon, bref. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Il y a Cyril qui est d'une maturité extrême se retire d'une scène où on voit Baudouin qui commence à devenir mon coach. Il n'a jamais été coach, c'est un régisseur d'événements, bref. Et il prend cette course pour lui et il commence à s'énerver, à me hurler dessus. Tu manges plus, tu bois plus, avance. Je dis mais j'ai soif. Non, tu peux plus. J'ai faim. Non, tu peux plus. Avance. Ta gueule, avance. Il me hurle dessus comme un chien. Et moi je savais pas ce qui se passait. Et puis il y a le capitaine du bateau qui commence à changer ma nage. À la place d'aller chercher des grandes brasses là-bas bien loin devant, ben il me dit coupe l'eau, coupe et prends. Vraiment faire des petits mouvements de crawl. Pour vraiment, en fait, j'étais de nouveau dans le cimetière des nageurs et ils s'étaient dit, ou bien il fait encore 6 heures sur le bord et il y a une chance sur 2 qu'il retombe dans les mauvaises marées, ou bien maintenant on lui fait faire aller tout droit, mais il faut plus qu'il pense, il faut plus qu'il mange, il faut plus qu'il boive, il faut qu'il avance, à fond, et ils se sont dit, voilà, on pense qu'il a encore assez de force, alors risquer maintenant le tout pour le tout, qu'il aille jusqu'aux falaises, quoi. Et en fait, ils m'ont hurlé dessus, j'ai plus pu manger et tout. Après 15 heures de nage, j'ai fait 2h44 de sprint. J'ai mis mon cerveau sur off et j'ai bourré. Je voulais plus revenir, quoi. J'étais parti, quoi. J'étais une machine, mais vraiment une machine de d'éthanol, quoi. J'en pouvais plus, quoi. J'ai tout donné, quoi. Tout. J'avais mal au psoas, fini les psoas. J'avais mal au tendon du bras, fini le tendon. Je fonce. Et puis à un moment donné, ben, on sent le sable sous ses pieds et on se dit putain, quoi. T'as plus de sentiments parce que t'es fatigué, mais t'es content d'avoir sauvé ta peau, quoi. J'étais vraiment dans un état de survie, quoi. C'était la peau ou plus, quoi. Ça, j'avais mis le paquet, quoi. Je revenais plus, quoi. J'étais parti, quoi. Le cerveau était complètement déconnecté du corps et j'ai tout donné, tout. Je n'aurais pas pu donner un millième de plus. Quand je disais que le corps fait 80 et encore 20%, j'étais à 99,99 de mes capacités, quoi. J'ai tout donné. Impossible de donner plus. Ça donne des frissons. Non, mais pour moi, c'était énorme parce que après la course, j'ai eu une réception, enfin voilà comment faire, et j'ai vraiment dit devant tout le monde, si je dois remercier quelqu'un, c'est Baudouin. Parce que c'est Baudouin qui m'a fait gagner, enfin en tout cas, oui, gagner mon propre challenge. Ma course, mon rêve sur lequel je travaille depuis 5 ans, c'est lui qui me l'a offert sur un plateau d'argent. Il m'a offert 2h44 de sa vie pour moi, quoi. Il a plus mangé, il a plus respiré, ce type, il a plus rien fait. Il s'est métamorphosé en coach mondial, quoi. Incroyable. Et il m'a hurlé dessus, il m'a pas laissé le temps de penser, quoi. Et c'est grâce à lui que j'ai mis tous les feux au stop. Tout était parti, quoi. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'était un moment de fou, quoi, vraiment. Parce qu'il te connaissait bien aussi, peut-être. Oui, mais c'est même plus ça. Il était vraiment devenu fou, quoi. Vraiment, quoi. Mais non, mais j'ai failli sortir du bateau et lui foutre une claque tellement qu'il me hurlait dessus, quoi. Je me suis dit, je sais pas ce qui se passe, quoi. Je maîtrisais plus la situation du tout, quoi. Dès que je pensais, il me hurlait dessus, quoi.
Ouais, et de toute façon, dans ces situations-là, comme on disait, t'es plus lucide et tu fais ce qu'on te dit et tu réfléchis pas trop, quoi. Non, là, je pouvais plus, quoi. Bon, mais de toute façon, ce qu'on dit sur l'enduroman, c'est qu'une fois que t'as traversé la Manche, bon, après, c'est facile, quoi. Ben, c'est facile, oui et non, parce que c'est ce que tous les gens disent, mais ceux qui ont réellement fait l'enduroman se disent, ou alors ils le disent, mais ils oublient quand même certaines choses, c'est qu'on est quand même dans un état de fatigue assez important. Ah oui, bien sûr. Et c'est vachement dangereux, parce que justement, comme on roule, bon, je vais pas dire vite, mais on peut rouler quand même du 30, dans l'enduroman, hein, tu vois, autour de 30, 25, 30, bah, c'est quand même rapide quand t'es mort crevé, quoi. Donc la moindre erreur est fatale, et c'est ça, en fait, qu'on dit, c'est que arriver au bout, oui, on va arriver au bout, on peut manger 6 pizzas, 2 McDo, enfin, tu vois, il n'y a pas d'urgence, parce que le plus dur est fait, et on risque plus d'être malade, mais il faut être vigilant, quoi. Et moi, j'ai une roue qui a touché à un moment donné le trottoir, je me suis dit, oula, là, en fait, on se rend pas compte qu'on est fatigué. Donc là, je me suis dit, oula, je suis fatigué, parce que je partais un peu sur le côté trop à droite. Et puis, la deuxième fois, j'étais dans une descente assez forte, et j'ai pris mon virage, et en fait, j'ai pas vu qu'il y avait une voiture qui arrivait. Toi, on oublie qu'il y a des voitures, enfin, on a tellement été seuls tout le temps que, toi, on est un peu déconnecté. Et là, il y a une voiture qui est arrivée, donc j'ai pas pu freiner, parce que si on freine dans le virage, forcément, on va dedans. Donc j'ai vraiment dû me coucher, et j'ai fait vraiment avec ma tête, aïe, 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 j'espère que je vais pas le toucher. Et j'ai vu le gars dans sa bagnole qui disait la même chose, aïe, 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 j'espère qu'il va pas me toucher. Et on s'est frôlés tous les deux, et je l'ai pas touché. Et là, je me suis dit, bon, c'est bon, t'es crevé, arrête de faire le malin, sinon t'arriveras jamais au bout. Et j'ai vraiment roulé beaucoup moins vite après, quoi. Je me suis dit... Et tu t'es posé, t'as dormi encore ? Je me suis posé sur le bord de la route, j'ai déposé mon vélo, et j'ai dormi 20 minutes à un moment donné, parce que j'avais vraiment mes yeux qui s'écroulaient, quoi. Ouais, mais souvent, c'est ce qu'on conseille en ultra vélo, en tout cas, c'est que quand tu sens que tu commences à t'endormir, bah, pose-toi sur le bord de la route. Et, oui, parce que les yeux, ils vont pas se fermer complètement, mais seulement, on n'est plus du tout vigilant, donc il peut y avoir... Non, mais c'est des micro-sommeils, hein. Tu te réveilles parce que, en fait, tu remarques qu'en fait, t'es plus sur la route, t'es sur les petits graviers au bord de la route, quoi. C'est des micro-sommeils comme ça, et c'est pareil, c'est comme en voiture, hein. Les accidents en voiture, quand on s'endort, on s'endort pendant une demi-seconde, mais c'est suffisant pour... Voilà, ouais. Et si on prend un caillou sur la route, un trou, une bordure, bah, c'est fini, quoi. Donc ce serait un peu con, quoi. Donc, Bon, bah écoute, on t'avait promis de pas te prendre trop de temps, donc voilà, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin. Ton prochain objectif, c'est quoi ? Si t'en as déjà un ? C'est sûr, j'en ai un qui est le 28 juin. On l'annonce pas encore. Donc 28 juin 2023, hein, pour ceux qui nous écouteraient dans le futur. 28 juin 2023. L'arrivée... Ben non, voilà. Un truc magnifique. Donc c'est un terrain que je ne connais pas du tout, qui est la montagne enneigée, l'escalade et tout ça. Voilà, ça c'est un peu entre autres. Et donc c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout, mais il y aura d'autres épreuves et d'autres disciplines avant, mais mon aboutissement sera au sommet de un gros truc, un chouette challenge. Voilà. On garde le suspense du coup. Voilà, il y en a un qui l'a déjà réalisé et je serai le deuxième. Mais ça sera moins dangereux et moins éprouvant que la Manche, quoi. Ça c'est sûr. Super. Arnaud, où est-ce qu'on te suit ? Déjà tes aventures, et puis si on veut échanger un peu avec toi, ça se passe où ? J'ai un Instagram, arnaudemester. Instagram quoi. Et j'ai Facebook, mais surtout Instagram, je réponds toujours, et j'ai un site internet aussi, arnaudemester.com. Voilà, là où on voit un peu ce que je fais, et surtout Instagram évidemment. C'est facile. On s'amuse, on fait des stories. J'aime bien, il y a des gens qui m'envoient pas mal de messages, gens que je connais pas. Et voilà, et ça me fait plaisir parce que je partage ce que j'aime, donc voilà, je réponds. Et puis, il n'y a pas de questions idiotes. Moi, j'aime bien quand les gens posent des questions et je trouve ça sympa. Voilà, je prends pas 3 heures, mais j'aime bien répondre. Et voilà. Super. Écoute, Arnaud, merci beaucoup. J'ai écouté avec attention tout ce que vous avez dit. J'ai pas beaucoup réagi, mais l'intention était là. Peut-être que je te passerai un coup de fil un jour pour avoir des informations, justement, pour échanger un peu plus avec toi. En tout cas, c'était un superbe épisode. On te souhaite un bon entraînement parce que tu nous avais dit que justement t'étais... Oui, je dois partir maintenant, on m'attend devant et il est 6, donc écoute Arnaud, bon entraînement, bonne journée, bonne continuation, et puis à très bientôt, j'espère, pour échanger encore avec toi. Merci à vous, c'est très agréable de faire ça avec vous, vous êtes très sympa, franchement, super. Super.
Merci Arnaud, ciao. Merci Arnaud, et à très vite. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.